Hello. Un, deux. Un, deux, le voilà, c'est bon. Donc pour vous accueillir, je cède la parole au président du groupe Arts et Métiers de Vendée, en l'occurrence Jean-Luc Martin. Bonjour à... Allô? Ouais. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, en tant que président du groupe des arts et métiers des anciens élèves, parce qu'effectivement, je suis déjà assez vieux, de Vendée, on a avec Hervé décidé d'organiser cette, on va dire, journée dans le cadre de la Mini Transat 2021. Et je voudrais aussi remercier François le Suisse qui nous permet d'être dans son palace pour cette première partie de la journée. Et en même temps, l'ensemble du groupe de Vendée le Bureau, particulièrement Hervé qui a œuvré pour faire ça. C'est pas facile parce qu'il faut effectivement, il faut faire en même temps les conférences, il faut aussi pouvoir faire quelque chose à l'extérieur avec les bateaux. On avait prévu demain, Hervé vous expliquera un peu tout ça. La météo nous a fait un faux bond, mais bon, ça fait partie de la voile. Et puis on a la chance d'avoir dans le groupe des compétences, il faut avoir pas mal de compétences. Voilà. Voilà, ok. Donc Thibaut qui est notre spécialiste dans le domaine de tout ce qui est informatique, les réseaux, donc on a besoin de lui. Donc Hervé, il se présentera tout à l'heure, c'est vraiment notre spécialiste dans le domaine de la voile, plus plein d'autres choses. On a comment dirais-je, Vincent qui fait partie du bureau. Donc Olivier, qui était un des anciens présidents du groupe Vendée. Yvan Saint-Lez fait partie du bureau. Donc tout ça, Jean-Yves, donc notre trésorier, fidèle trésorier. Est-ce que j'en oublie un autre? Non. Et puis, on remercie aussi Francis Compagnon, ancien délégué général de la sauce, qui est présent parmi nous. Et j'ai noté que un certain nombre de personnes ont fait pas mal de des kilomètres pour venir nous voir. Donc ça, de la part du groupe de Vendée, on vous remercie beaucoup. Je vais laisser la parole à Hervé, qui va vous expliquer le déroulement de la matinée. Sachant qu'après, on a un buffet à partir de 12h30 à peu près. Et après, on vous expliquera un petit peu le programme. Donc, il y aura quelques petits changements. Voilà, donc bonne séance à vous. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Vous avez tous vu le programme. L'idée, c'est, on souhaite avoir un moment de présentation, mais aussi un moment d'échange, un moment de convivialité. Et voilà, donc je vous invite à poser les questions que vous avez envie de poser au moment où vous avez envie de les poser. Voilà. On va commencer par les ministres, par ceux qui préparent 2022 et 2023. Donc j'appelle ici Hugues. Voilà, Hugues, tu peux prendre un micro, vous le partagerez. Hugues Dumouchel de Prémaré, je ne sais pas comment on dit. Comment tu préfères? Voilà, donc pas du tout Dumouchel de Prémar, ce sera bien mieux. Tu mets sur on. Voilà, Jean-Rémy Stéphanie, avec un I à Rémi et un Y à Stéphanie. Hein? Exactement. Donc tu peux donner ta buque. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi c'est Plochard, 35 Li 210. Merci de nous accueillir. Voilà, et Sacha Lagnès. Allez, Bonjour. on est parti? On envoie. Bon, la technique est encore amateur, hein, mais quand on sera en 2022, en 2023, ça ira mieux. Bonjour à tous. Du coup, on va vous présenter un petit peu. Donc, on est 3 skippers Future Mini Transat 2023. On se rencontre
peut-être pour la première fois en présentiel. Donc c'est chouette que les arts et métiers nous réunissent. Et on va vous parler un peu de nos projets et puis de la spécificité de chacun de nos projets. Et déjà, commencer par présenter AM Voile. Donc AM Voile, on l'a monté en janvier avec Hervé et Pollux, dans l'idée de réunir des skippers, ingénieurs, parce qu'on trouvait que dans la voile et la course au large, il y avait vraiment une grande similarité avec la vie d'ingénieur, notamment sur la technique. Et donc c'était chouette de faire le lien entre ce sport et puis notre quotidien d'ingénieur. Je vais commencer par représenter la Mini Transat. Donc, la Mini Transat, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une course qui a été créée dans les années 70, qui a commencé sur des petits bateaux en bois, qui s'appelaient les Muscadets, que certains connaissent peut-être. À l'époque, c'était un peu des tarés qui traversaient l'Atlantique sur des cagettes. Aujourd'hui, c'est toujours des tarés qui traversent l'Atlantique, mais les cagettes sont quand même vachement mieux. Donc, c'est un peu plus fun parce qu'on va beaucoup plus vite. Et du coup, forcément, il y a toute une dimension ingénierie et technique qui est entrée là-dedans. Aujourd'hui, la course elle est en 2 étapes avec une petite pit stop aux Canaries, dont le but c'est d'éviter de se prendre des ouragans quand on traverse l'Atlantique. Ça permet de temporiser un petit peu et aussi de boire du Gento aux Canaries, parce que j'ai cru comprendre que c'était une grosse partie du programme. Donc là aussi, le rapport arts et métiers, la voile, tout ça, on voit des liens assez facilement. La spécificité de cette course aussi, en solitaire comme pas mal de courses au large, et sans communication ni assistance. Ce qui veut dire, donc pas d'assistance, ça veut dire qu'on ne peut pas appeler quelqu'un pour se faire aider. Ça n'a pas le droit d'appeler quelqu'un qui est sur l'eau autour de nous, ni quelqu'un à terre. Et d'ailleurs, pour appeler quelqu'un à terre, c'est sans communication, donc pas de téléphone, pas d'internet. C'est pas comme le Vendée Globe où on envoie des vidéos tous les jours. Là, on a un système radio pour communiquer que l'un de mes camarades va vous présenter après. Et ensuite, un truc intéressant à savoir en mini, c'est qu'il y a deux classements, parce qu'il y a 2 types de bateaux. Il y a les protos et les séries. Les deux, c'est assez représentatif de ce qu'on essaye d'avoir sur la mini, et la classe mini qui est très particulière. En fait, au début, la mini, j'ai dit, c'était un peu des tarés qui traversaient l'Atlantique. Il y avait les tarés qui faisaient des bateaux de tarés, et puis il y avait les tarés qui devenaient des skippers tarés. Et en fait, ça a fait 2 classes. Il y a les protos, c'est vraiment le laboratoire de la course au large. C'est des gens qui vont fabriquer leurs bateaux, qui vont avoir le droit d'expérimenter plein de choses, notamment les foils, les quilles pendulaires, on va avoir des mâts orientables, des choses comme ça. Et donc là, c'est vraiment plus des ingénieurs et des gens qui ont envie de faire la technique pure. Et après, en série, on a des bateaux qui sont préfaits par des chantiers. Donc les bateaux sortent, on a une quinzaine de bateaux de série, et ils sont tous du même moule. Donc on a 15 bateaux différents. Et du coup, l'avantage, c'est que quand on a exactement le même bateau que son voisin, je ne sais pas si vous avez vu un peu les solitaires du Figaro, s'il va plus vite que toi, c'est que c'est toi qui es nul. Donc ça fait des très bons skippers. Ça s'appelle la monotypie, et c'est un très très bon moyen de s'entraîner. Et ici, on est tous en série. Toi, tu es en série ? Tu es en série, voilà. Donc voilà. Mais alors du coup, il y a des petites différences quand même pour la Mini Transat, c'est qu'en proto, comme on passe beaucoup de temps à bidouiller son bateau, les qualifications sont plus légères. Donc c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Ouais, il y a plus de place. Voilà. Donc c'est toujours un peu la course aux places, vous avez dû entendre. En fait, en termes de place, c'est à peu près 50-50 les places ouvertes au départ, mais il y a beaucoup moins de gens qui courent en proto, alors qu'avant, historiquement, gagner la Mini Transat, c'est gagner en temps réel sur un prototype. Le Muscadet dont parlait Sacha, c'est le premier bateau de série en fait. Et donc c'est plus facile de se qualifier en proto, mais ça demande beaucoup de temps à terre à bricoler son bateau, parce que les bateaux sont moins fiables, ça va beaucoup plus vite, mais c'est moins fiable. C'est assez intéressant sur le côté ingénierie et développement, mais c'est plus compliqué à gérer comme projet si on n'a pas beaucoup de temps, qu'on bosse à côté. L'avantage du série, c'est une série, l'idée aussi, c'était de limiter les matériaux électroniques à bord encore plus, pour pouvoir faire des bateaux plus accessibles, pour que le bateau soit moins cher et qu'un maximum de personnes puissent participer. Voilà. Ok, alors je vais vous présenter un petit peu l'équipement qu'on a sur ces bateaux-là. Donc là en particulier, on va parler de l'équipement électronique, ce qui est quand même un gros sujet sur ces bateaux. Ils sont quand même très bien équipés. Donc d'abord, on va parler de production d'énergie. Donc je pense que vous allez tous me suivre, comme on n'a que des ingénieurs dans la salle. Donc sur la production, on a différentes manières de produire de l'énergie à bord.
qui sont plus ou moins responsables, on va dire. Donc on a soit des panneaux solaires, soit des hydroliennes. Donc c'est un peu le système inverse d'un moteur, c'est-à-dire qu'avec la vitesse, on va créer de l'énergie grâce à des petites pales d'hélice. On va aussi avoir par exemple des piles à combustible qui marchent au méthanol, si je ne dis pas de bêtises. Et on peut aussi installer un générateur qui marche à l'essence, un générateur classique. Donc toute cette énergie, après, on peut la stocker dans des batteries pour l'avoir disponible quand on veut. Et ça sert à alimenter un peu tout l'équipement qu'on va avoir à bord. Donc c'est-à-dire, par exemple, un AIS. Donc c'est quelque chose qui permet de situer un peu les bateaux autour de nous dans un certain rayon. Donc c'est le premier écran qu'on voit ici. On a aussi un GPS qui est installé à bord, qui permet de se positionner. Donc on a beau avoir un sextant à bord, on s'en sert pas toujours. Et oui, effectivement, il n'y a pas de cartographie sur le GPS, c'est-à-dire qu'il va vous donner vos coordonnées, mais il n'y a pas la carte comme on peut avoir sur son smartphone pour pouvoir se repérer, quoi. Après, on a une VHF pour pouvoir communiquer avec les petits copains autour quand même, pour se raconter des blagues pour faire passer les courses. Après, il faut aussi alimenter tout ce qui est éclairage, donc les feux de mât quand on navigue de nuit, des choses comme ça. Et après, toute la partie plus dédiée à la performance, donc c'est-à-dire des afficheurs qui vont nous donner un peu les informations de tous les capteurs qu'on a à bord, donc capteurs de vitesse, capteurs de vent, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le calculateur du pilote aussi qui va consommer de l'énergie. Et puis bien sûr le vérin qui nous permet d'actionner notre pilote automatique, qui est un gros consommateur. Donc voilà un peu pour l'équipement électrique. Je crois que Jean-Rémy, toi tu es en panneau solaire, il me semble. Moi, je suis en tout panneau solaire et batterie. Et si je pouvais, je rajouterais sûrement un générateur hydraulique. Parce que ça permet d'avoir deux sources d'énergie. C'est important d'avoir deux sources d'énergie parce que le jour où il n'y a pas de soleil, c'est important de pouvoir charger quand même. Mais ça vaut cher. Et Sacha, toi, qu'est-ce que tu veux installer Pareil, ce sera pareil, full solaire, lithium, et une hydrolienne selon les sponsors. Une hydrolienne, on parle quand même de 3 000 € pour donner un ordre d'idée. Donc c'est des équipements qui coûtent cher mais qui sont extrêmement performants. Et pour la petite histoire d'ailleurs, ces hydrogénérateurs, ils ont été créés par le dernier vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven. C'est lui qui a créé cette société. C'est Watensi. Très bon matériel. Et donc ensuite, Sacha en a un petit peu parlé dans la présentation, on a un petit peu parlé, mais c'est une course qui reste assez authentique. C'est-à-dire que on n'a pas le droit à tout l'équipement qu'on veut. On ne peut pas envoyer de story sur Instagram quand on est en course. Donc je vais vous donner un petit peu les grandes lignes de ce qui est autorisé et pas autorisé. Donc on a à bord un sextant, même si on ne sait pas forcément s'en servir en général. On est censé montrer qu'on sait s'en servir dans le parcours de qualif. C'est vrai que c'est dans les prérequis, mais après bon, ça reste assez aléatoire. Le sextant sans les éphémérides, ça ne sert pas à grand-chose. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme je vous disais, on n'a pas d'afficheur avec des cartes numériques pour pouvoir se repérer assez vite. Donc on est encore aux cartes papier, un peu à l'ancienne. C'est un petit côté old school sympa. On a également ce qu'on appelle une radio BLU, donc qui permet de capter la radio un peu au large. Et c'est le seul moyen en fait qu'on a de recevoir des informations de la Terre. Et globalement, c'est le classement en course et des bulletins météo. Donc pour quand même réussir à faire un peu de stratégie avec des bulletins météo simplifiés. Et puis une VHF, donc pour communiquer avec les gens à proximité. Et après, sur ce qui n'est pas autorisé, c'est le Wi-Fi. Donc on n'a pas Internet à bord, contrairement aux gens au bateau du Vendée Globe. Tout ce qui est smartphone, ordinateur portable, ça on n'a pas non plus. On n'a pas la cartographie comme j'en parlais. Et dernière chose, on n'a pas de téléphone satellite non plus pour appeler les copains à terre. Voilà à peu près pour les grandes lignes de ce qui est autorisé ou non. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un peu le nerf de la guerre des ministres, le plus dur c'est quand même parfois d'aller récupérer un peu de sous. Ça c'est un budget un peu généreux sur ce que ça représente à peu près une année moyenne en Mini 650 pour avoir un budget performant pour aller chercher plutôt le haut du classement. Je vais passer assez vite dessus. Il faut se dire que sur 2 ans de projet, 100 000 € c'est un budget très confortable
qui permet de remplacer ses voiles régulièrement, de ne pas être à la rue sur les inscriptions de courses, de pouvoir payer un retour en cargo du bateau après la transat. Mais c'est un budget très large. En investissant des sous un peu de sa poche, on peut s'en tirer pour moins que ça. Mais si on veut faire de la performance, il n'y a pas de secret, il faut pouvoir y passer du temps. Et pour pouvoir y passer du temps à naviguer, il faut avoir un peu de sous. Voilà. C'est pas le cas de tout le monde. Je pense que dans les gens qui se présentent sur la Mini Transat, il y en a beaucoup pour qui le but c'est de finir. Moi j'ai un bateau de série mais plus vieux, donc le but pour moi c'est vraiment de finir et de faire les choses proprement. Donc j'ai pas du tout la prétention de ce genre de budget, mais beaucoup de ceux qui vont être sur le devant de la scène lundi au départ et pendant les 2 étapes de la course sont plutôt sur ce type de budget-là. Ensuite, en général, hors bateau, oui, on parle hors bateau. L'achat du bateau est en général à la charge du skipper. C'est comme ça qu'on présente le projet. Si on parle de budget, c'est qu'il y a des gens qui viennent investir un peu des sponsors qui viennent investir des sous dans ce genre de projet-là. C'est parce qu'ils y trouvent leur compte en termes de visibilité. Alors, on voit bien que ça marche. En ce moment, il y a un vrai engouement pour la course au large. C'est hyper dur d'acheter un bateau, un mini performant de série, puisqu'ils sont tous déjà vendus avant la course. Les classes 40, c'est pareil, ils s'en construisent énormément. Les IMOCA, il y a 4 ou 5 bateaux neufs en construction. Donc il y a un vrai engouement de la part des sponsors pour la course au large, parce que ça véhicule des valeurs qui les intéressent, ça leur permet de fédérer leurs équipes autour d'un même projet. Et puis si Banque Populaire investit depuis tant d'années, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Donc voilà, et donc là je présentais quelques chiffres sur la Mini Transat, où mine de rien c'est une course qui n'est pas si connue que ça, mais avec une couverture médiatique assez intéressante, où on voit que même les grandes chaînes de télévision nationales couvrent l'événement, ce qui donne pas mal de visibilité. Puis avec des grands espaces d'affichage comme un speed de 80 mètres carrés, une grande voile de je sais plus combien. Et puis c'est beau. Et ben, du coup, je repasse la parole à Hugues. Écoutez, maintenant, je vais essayer de vous parler un peu de mon projet. Donc, en fait, tous les trois, je pense qu'on a une approche, chacun un peu à nous, d'aborder cette grande course qu'est la Mini Transat. Moi, je pense que dans l'âme, je suis un compétiteur et du coup, j'y vais vraiment pour essayer de faire une performance. On verra après si ça marche ou pas, mais je vais essayer de m'en donner les moyens au moins. Donc j'ai 26 ans, je suis architecte naval dans l'industrie offshore. Et donc je suis l'heureux propriétaire depuis août d'un mini de série, le numéro 1033, et c'est un Maxi 650. D'un point de vue expérience, j'ai fait un peu de régate. Un bateau que tu as fait fabriquer ? Un bateau qui a été fabriqué par le chantier IDB Marine. Et on parlait tout à l'heure de la différence entre série et proto, donc moi c'est un bateau de série. Ok, merci. J'ai pu faire quelques courses dans mon expérience précédente, et notamment j'ai gagné 3 fois le Speed West France avec des amis Guetzard qui sont pour certains ici dans l'assemblée. Bravo à eux. J'ai aussi participé au Tour de France à la voile, donc en Diam 24, et puis j'ai fait beaucoup de match racing aussi par le passé, avec un bon classement à la clé à l'échelle mondiale. Et donc mes objectifs à court terme, ça va être de participer à la grande course de la saison 2022 qui est les Sables, les Açores, les Sables, et puis réussir à se qualifier pour la Mini Transat avec un projet, je l'espère, le plus compétitif possible. Donc maintenant, je vais vous faire un petit état un peu du projet. Donc, sur la saison 2021, comme je vous le disais, j'ai récupéré mon bateau. Quand on le reçoit du chantier, il y a énormément de travail à faire. Donc on reçoit juste un mât et une coque avec quelques poulies dessus, et après à nous de le mettre à notre main, d'installer tous les cordages, et puis de le rendre le plus performant possible. Donc ça a été un gros sujet cet été, et maintenant je m'entraîne pour prendre en main ce petit jouet merveilleux. Donc le programme en 2022, ça va être de valider toute ma qualification pour la Mini Transat. Donc c'est le gros objectif. Et puis cet hiver, il va falloir fiabiliser le bateau, s'entraîner, le rendre le plus performant possible, et puis un petit peu de développement de voile au programme aussi.
Et là, actuellement, tu es basé où? Et là, pour l'instant, le bateau est à la Turballe. Et donc, on a un petit centre d'entraînement qui est sympa, dans lequel on s'entraîne presque tous les week-ends. Donc, c'est vraiment top. Voilà. Et donc maintenant, Hervé m'a demandé de parler un petit peu de assez complexe, donc techno et compétitivité. J'ai un peu discuté avec lui à quel niveau il fallait que je rentre dans le détail. Et il m'a certifié que j'avais un public de connaisseurs très expérimentés. Donc, je vais essayer un petit peu de vous dire comment faire rentrer la techno pour apporter de la performance à un projet voile. Donc déjà, pour moi, les 2 clés de la performance, donc c'est tout d'abord d'aller vite, donc avoir un bateau qui va le plus vite possible par rapport aux concurrents, et puis d'aller au bon endroit, c'est-à-dire par rapport à la météo et aux concurrents, se placer le mieux possible sur le plan d'eau pendant une course. Et donc pour réussir à faire de la performance, pour moi, il y a 2 prérequis. C'est d'abord avoir une installation électronique du bord qui est performante et qui est très bien calibrée, qui va vous donner les bons indicateurs. Et aussi, la petite chose qu'on peut installer sur un mini, c'est ce qu'on appelle un data logger, donc qui vous permet d'enregistrer tout ce que vous faites, toutes les informations de vitesse, d'angle par rapport au vent, d'informations de vent vont être enregistrées à travers votre nav, et ça va vous permettre de faire du post-traitement pour dégager des tendances pour avoir le bateau le plus performant possible. Là, tu parles de réglage de pilote automatique, du coup. Et alors là, on parle à la fois de réglage de voile, donc c'est-à-dire que on va pouvoir noter entre midi et midi et demi, j'ai été tel réglage, et puis entre midi et demi et 1h, je mets un autre réglage. Est-ce que finalement je vais plus vite? Donc pour ça, on peut tracer des courbes de vitesse, vraiment faire de l'analyse de perf. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider à progresser dans sa performance. Et puis je vous ai mis pour se rendre compte un peu de ce que c'est, j'ai mis un petit schéma comment on pourrait appeler ça, de l'électronique du bord, pour se rendre compte un peu de tous les instruments qu'on peut avoir sur un mini, et même si c'est des petits bateaux, ça reste des installations un peu complexes. Et tu as fait quel choix de marque de pilote pour ton bateau? Eh bien, je suis en BNG, donc la plupart de la flotte est en NKE, donc là on va rentrer un peu dans des débats techniques. Mais bon, pour simplifier, je pense qu'on peut dire qu'on a 2 marques concurrentes qui sont au même niveau, et dont l'une qui a la main mise sur presque toute la flotte qui s'appelle NKE. Et j'ai voulu faire un choix un peu différenciant pour être différent. mais les deux électroniques sont très bonnes, donc après à chacun de trouver ses écrans d'affichage plus beaux que les autres. Au final, ça se joue là-dessus, on va dire. En fait, NKE, depuis des années, ils équipent les Figaro. Donc c'est comme ça qu'ils sont vraiment ancrés dans le marché de la course au large. Mais le pilote BSG qu'utilise Hugues a des côtés beaucoup plus performants et ludiques. L'interface est quand même plus sympa que le NKE qui est très rigide, quoi. Ouais. Et puis c'est une architecture aussi qui est beaucoup plus simplifiée. Et puis on a des connectiques qui sont plus étanches aussi, ce qui peut être un vrai atout quand on connaît l'humidité à laquelle notre bateau fait face au quotidien. Allons-y pour le suivant. Je vais peut-être aller un peu vite. Il est tôt, c'est vrai. Donc maintenant, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet de la performance, mais je vais essayer quand même d'introduire 2 sujets qui sont comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite et comment est-ce qu'on peut faire pour aller au bon endroit en utilisant des outils qui sont à notre disposition. Donc si on parle d'abord de vitesse du bateau, pour moi, s'il faut aller vite, il faut d'abord avoir la bonne voile, ensuite bien la régler, et ensuite avoir le bon réglage de pilote. Et en fait, pour ça, je vais utiliser le petit data logger que je vous ai montré, et je vais pouvoir faire du post-traitement sur toutes les naves que je fais. Et ça va permettre, en fait, par exemple, de sortir des tableaux de réglage de mon pilote automatique. Donc pour regarder, est-ce qu'il faut que je le mette plus réactif sur la barre parce qu'il y a une grosse houle ou des choses comme ça. Et donc toujours pouvoir comparer mes vitesses en fonction de différents réglages après navigation. Et puis je vais aussi pouvoir développer ce qu'on appelle des selects. Donc c'est-à-dire que si on se dit maintenant ma prochaine bouée ça va être 110 degrés du vent, est-ce que je vais mettre un génaqueur, est-ce que je vais mettre un SPI, est-ce que je mets un grand SPI, un petit SPI? Donc c'est des questions qui se posent. Et pour ça on va développer des tableaux comme celui-ci avec donc dans le sens des abscisses l'angle par rapport au vent, et dans le sens des ordonnées la vitesse du vent. Et du coup on va se dire prochaine bouée 110 degrés du vent, il y a
je sais pas, il y a 15 nœuds, et bah tac, ça va être, qu'est-ce que ça va être? Et bah probablement Grand Génaqueur. Allez hop. Et ça, c'est des tableaux qu'il faut affiner le plus possible pour connaître son bateau au mieux. Et sachant qu'en plus, faut imaginer qu'on a la fatigue en course, tout ça, donc forcément, si on a un tableau où c'est écrit, c'est quand même plus simple que faire ça au doigt mouillé. Exactement. Ouais, après on les imprime. C'est affiché dans le bateau. C'est imprimé. Alors tout ce qui est vitesse cible, c'est pas affiché par l'électronique du bord, parce qu'on n'a pas le droit. Mais par contre, on a de la même manière, on a un petit tableau avec écrit, là normalement il y a des abacs, exactement. Sachant que ces tableaux-là, en fait, ça dépend aussi de la mer et ça dépend de l'évolution de la météo. Parce que parfois, tu es en limite entre deux voiles et il faut se dire, bah voilà, si ça va forcir après, ça sert à rien d'envoyer une voile pour l'enlever dans 2 minutes si c'est 10 minutes de manœuvre. Donc on a beau avoir le tableau, en fait, il faut quand même réfléchir derrière. Ouais, c'est une base, et autant qu'elle soit la plus qualitative possible. Donc voilà ce qu'on peut dire sur, pour améliorer sa vitesse du bateau. Et ensuite, l'autre sujet, ça va être... bon, cette fois, tu as été trop long. Et donc là, on va parler plus de stratégie, de trajectoire et de routage. Donc en fait, toujours ce petit logger que je vous ai présenté, ça va me permettre d'enregistrer peut-être les meilleures vitesses que j'ai atteintes pour un angle de vent donné et une vitesse de vent. Et après, je vais pouvoir construire des courbes comme ça, qui vont être mes caractéristiques de mon bateau pour un angle de vent donné et la vitesse de vent, quelle est ma vitesse, quelle est ma target en fait. Et au-delà d'une cible que ça peut me donner en course, ça va aussi permettre d'à partir d'un fichier météo et d'une trajectoire de course donnée, regarder en fait quelle va être ma meilleure route en fonction des conditions météo qu'on va rencontrer. Et donc c'est ce qu'on appelle le routage, dont on a beaucoup entendu parler pendant le Vendée Globe. Les marins disent j'ai fait tourner mes routages, ça va le faire en 10 jours, ou des choses comme ça. Et pour ça, on utilise un logiciel, le logiciel le plus performant aujourd'hui, c'est Adrena. Et Adrena, il calcule très bien, mais si à la base, votre polaire qui est ici, vous l'avez mal estimé, que vous avez sous-estimé votre vitesse, ou souvent c'est plutôt surestimé d'ailleurs, parce qu'on se croit excellent. Et du coup, peut-être que votre routage va vous dire, là, le Ratsin, ça va le faire, tu vas passer avant la bascule de marée. Et en fait, non, vous restez bloqué 6 heures parce que vous pensez que vous allez plus vite que le vent, quoi. Ouais. Ouais, je disais, je me suis perdu du coup. Mais voilà, on fait tourner des scénarios plus rapides, plus lents pour essayer de recoller ensuite en fonction de l'évolution du vent, si on est un peu en retard sur le routage de base, un peu en avance. Et c'est là où on voit l'intérêt aussi de courses comme celle organisée par la classe mini, c'est-à-dire que quand même le savoir-faire du marin reste au cœur des problématiques, parce qu'une fois qu'on est parti avec ça, les scénarios météo ils évoluent, comme disait Jean-Rémy. Et après, c'est à nous de faire travailler notre cerveau et les observations qu'on fait en mer pour se dire est-ce que la dépression est passée plus vite, est-ce qu'il y a un autre phénomène qui rentre en compte que j'ai pas prévu. Et c'est là où l'humain est important, au cœur de la performance, très bien dit. Ouais, c'est vrai que de ne pas avoir de routage à bord, ça fait qu'on est obligé de connaître vraiment toute la situation météo et avoir une très très bonne idée de toutes les masses d'air avant de partir. Parce qu'en général, ça, au bout de 2 heures, c'est pas du tout ce qu'on a sur l'eau. Et là, il faut se dire, ok, c'est telle masse d'air qui doit arriver par là. Et c'est là où c'est super intéressant. Et j'avais entendu le coach de Lorient, Tanguy, qui disait qu'en IMOCA, les meilleurs en météo, c'est ceux qu'on fait la mini. Parce qu'ils ont une vue d'ensemble beaucoup plus importante. Et quand sur l'eau, ils n'ont pas ce que dit l'ordi, au moins ils savent recaler. Et c'est une super formation. À bord, on reçoit les bulletins quand on est en course de saison, c'est-à-dire en semi-hauturier. On peut recevoir les bulletins météo du canal 63, pour ceux qui savent. Donc, c'est les bulletins Météo France qui ont une précision relative. Ça nous permet de caler éventuellement les timings
C'est-à-dire qu'on on va savoir si la dépression s'est décalée au nord au sud, si elle va arriver un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc si nous, on va rentrer dans le front un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais la précision est très relative. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a en course. Et sur la Mini, le bulletin qui est diffusé à la BLU, il est, je pense, encore plus sommaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Okay. Bah, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la performance dans mon projet, même si on pourrait en parler des heures, mais je vais laisser la parole à mes camarades. Et donc maintenant, il y a Sacha qui va nous présenter son projet. Et bah, écoute, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu en es Bonjour, enfin rebonjour. Pardon, il est très très tôt là. Du coup, moi je suis un petit peu plus vieille que Hugues, j'ai 28 ans. J'ai fait pas mal d'études parce qu'après les arts, j'ai fait un doctorat en physique à l'ENS. Ce qui m'a permis de vérifier que j'étais quand même mieux en mer que sur une chaise dans un labo, clairement. Et après, j'ai commencé un projet mini en 2019. J'ai commencé par beaucoup naviguer sur pas mal de bateaux différents, avec des gens différents, faire plusieurs courses. Et en parallèle de ça, je travaille à l'Assemblée nationale, où je suis data scientist. Donc en fait, je développe des modèles mathématiques pour permettre aux députés d'estimer l'impact de leurs lois. Et ceux qui suivent la politique ont vu que le plan de loi finance est sorti cette semaine, et c'est pour ça que je suis fatiguée, parce que j'ai codé toute la nuit pendant 4 jours. Voilà. Et l'objectif de mon projet, c'est aussi clairement un objectif performance. Moi, j'aimerais bien continuer après la mini. Donc le but, c'est d'apprendre un max très technique, parce que après, je vais passer sur des bateaux plus gros, des technologies plus compliquées. Donc voilà, et dans ma tête, si je gagne pas la mini cette année, mais que je suis meilleure en classe 40 après, ça me va très bien. Le but, c'est de monter en puissance et d'être hyper calé sur la technique, et aussi de partager l'aventure. Je fais beaucoup de vulgarisation de ce qu'on fait, je partage pas mal sur les réseaux sociaux, parce que moi j'ai grandi à Paris, dans ma famille, il y a 0 personne qui font du bateau. Donc ma vie, c'était de regarder sur internet les gens qui en faisaient, de suivre la Volvo Ocean Race en prépa. Heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais peut-être fini ailleurs que aux arts et métiers si j'avais été un peu plus assidue, mais c'est grâce à ça que je suis aux arts et métiers. Et voilà, j'ai refresh les pages de toutes les courses pendant des années. Et voilà, et du coup maintenant je me dis bah, c'est mon tour de partager à tous les pauvres Parisiens qui sont en prépa quelque part, et on sait tous qu'ils ont besoin de penser à autre chose. Voilà, et du coup on m'a demandé aujourd'hui de parler de la place des femmes dans la course au large. Et je pense que ça va vous parler parce qu'en fait, c'est exactement la même chose que la place des femmes dans l'ingénierie. En tout cas, de mon expérience. Parce que après, aux arts, j'ai fait un master biomécanique, donc j'ai bossé pour la Fédération française de rugby dans le sport. J'ai bossé dans la médecine, j'ai bossé en recherche en physique, maintenant je bosse en informatique. Donc clairement, je suis rarement entourée de femmes. Et quand je suis arrivée dans la voile, bah, c'était pareil. Pour donner quelques chiffres, en moyenne, dans les classes, donc mini, Figaro, classe 40, on a à peu près 15% de filles. Dans les femmes ingénieures en entreprise, c'est à peu près le double. Si on va sur des entreprises plus BTP, industrie, on retombe vers les 15, voire moins. Et ensuite, bah, dès qu'on monte vers les postes à responsabilité, IMOCA, multicoque, là on tombe à un 0% très facilement calculable. Et dans les postes à responsabilité, dans les grosses boîtes, bah, c'est pareil, le chiffre tombe un peu. Et c'est un constat que j'ai pu observer. Et la vraie question, c'est comment on en arrive là. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce stade-là alors qu'on a des filles qui sont en prépa, qui sont tout aussi douées que les garçons, et puis après, elles disparaissent. Donc mon idée aujourd'hui, c'était de vous parler un peu de ce qu'on peut faire pour corriger ça, et aussi de se rendre compte un peu de comment on peut parler aux jeunes femmes et essayer de les inspirer à faire des métiers dans la voile ou dans l'ingénierie, parce que pour moi, vous allez voir, c'est carrément la même chose. Alors je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir à côté de chez vous un bistrot ou un resto que vous trouvez assez sympa, mais les gens à l'intérieur vous ressemblent pas du tout. Et du coup, vous vous êtes jamais senti d'entrer dans cet endroit-là. Vous passez devant, mais vous vous sentez pas à l'aise. Bah, en fait, être une femme dans l'ingénierie, dans la voile, c'est un peu ça. On passe, on voit un milieu qui a l'air sympa, mais il n'y a aucune femme. Donc forcément, on ne se sent pas très invité.
Alors que s'il y a un homme qui invite une femme dans le bistrot, les autres femmes passent, elles voient une femme, on se sent beaucoup plus à l'aise. Et donc mon idée dans ce projet de course au large, c'est de parler aux jeunes filles. Donc moi je vais dans des écoles, je fais des interventions, à la fois pour leur parler des métiers scientifiques, à la fois pour leur parler de la voile, et leur dire, bah regardez, il y en a des filles dans ce milieu et ça se passe super bien. Comme quand j'étais en thèse, j'allais présenter les arts et métiers dans des collèges et des lycées et dans des prépas, et je leur disais, bah j'ai fait les arts, oui il n'y a que des mecs, oui c'est super cool, donc n'ayez pas peur. Et en fait ça marche très bien, parce que voilà, les filles elles ont juste besoin qu'on leur montre un peu de différence. Et ensuite un autre point qui je pense est très important, c'est qu'il faut accueillir la différence. On veut faire entrer les femmes dans le bistrot. Pourquoi ? Bon, je pense que les chefs d'entreprise ici savent que plus on a de diversité dans une entreprise, mieux ça marche. Ça, c'est sûr. Et un point pour ça, c'est de changer les critères de sélection. Parce qu'en fait, dans les entretiens d'embauche, on va souvent recruter selon des critères masculins, puisque souvent, on a recruté des hommes. Et c'est difficile de prendre une autre approche et de se dire, bah, en fait, les femmes vont apporter une autre vision, apporter d'autres qualités, et c'est ça qu'il faut valoriser. Et dans la voile, l'avantage, c'est comme on navigue en solo, il n'y a pas de critères, chacun fait ce qu'il veut sur son bateau. Et un bon exemple, c'est Samantha Davis. Samantha Davis, elle est ingénieure. Quand elle a passé des tests de recrutement pour des équipages masculins, on lui a dit qu'elle n'avait pas assez de muscles. Donc elle n'a pas été prise. Elle a commencé à naviguer en solo, et effectivement, elle n'avait pas assez de muscles pour sortir des voiles ou des choses comme ça, elle n'y arrivait pas. Du coup, elle a développé des systèmes de palans et de poulies pour pouvoir hisser les voiles. Par résultat, elle était moins fatiguée à chaque manœuvre que les mecs, et du coup, elle les a battus. Et finalement, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont développé ce genre de système sur les bateaux. Et Sam, elle a inventé plein de systèmes comme ça. Et les mecs les utilisent aussi. Et en fait, on voit bien qu'apporter de la différence, penser autrement, ça va faire grandir tout le groupe. Parce qu'elle a apporté des innovations intéressantes. Toi, t'as navigué avec Sam ? Je croyais. Mais tu verras, c'est très sympa parce qu'on a pas mal au bras. Pardon, c'est... Elle m'avait raconté, Sam, qu'elle avait navigué avec Paul Meillat et ils avaient essayé de déplacer une voile sur le pont. Donc elle a son système et lui, évidemment, il a pris la voile. Et elle se sentait mal de le laisser tout porter. Un IMOCA, c'est quand même 18 mètres, donc il y a un peu de trotte à faire pour sortir les voiles. Et elle lui dit, attends, je vais t'aider. Et elle a pris l'arrière de la voile et en fait, il a tiré et il l'a tiré avec, quoi. Et elle s'est dit, bon, je sers à rien, quoi. Clairement. Un autre truc aussi... que je pense super intéressant, et qu'on peut faire dans la voile, en termes de représentation et d'image, c'est casser les codes. Sur un bateau, clairement, les filles, elles ne sont pas en talons aiguilles et maquillées. Enfin, peut-être le premier jour, mais ça ne dure pas très longtemps. Je pense que c'est important de montrer aux jeunes filles qu'on peut faire de la voile et pas être féminine, on peut faire de la voile et être féminine, et en fait, il n'y a aucun rapport et c'est pas important. On peut gagner des courses, en fait, il n'y a aucune limite, et aussi, il y a 1000 façons de faire et toutes les façons se valent. Je pense que là, vous voyez déjà un exemple. On est 3 skippers complètement différents et j'espère qu'on sera tous les 3 sur le podium de la Mini Transat. Beau podium. Podium art et métier, bien sûr. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est que la voile, c'est un des rares sports où on peut mettre les hommes et les femmes au même niveau. Chacun fait sa tambouille, chacun fait sa façon de faire sur le bateau. Et on voit bien que des gens différents arrivent à des résultats similaires. Et c'est super intéressant. Et après, la suite, le chemin est encore long. C'est sûr qu'on me demande souvent est-ce que dans la voile il y a du sexisme. Souvent je disais non. Il y a 2 semaines j'ai fait une course en classe 40. Maintenant je suis obligée de dire oui. Ça me désole un peu, mais je pense que les choses peuvent changer. Et je pense qu'en allant parler aux jeunes filles, en les inspirant à faire des métiers techniques, plus il y aura de femmes, mieux ça va se passer. Et quand on aura cassé les codes, ce sera encore mieux parce que même pour les hommes, je pense que ce sera beaucoup plus agréable d'être dans un milieu où chacun est ce qu'il est et n'a pas à se conformer comme une fille ou comme un mec. Et voilà, donc je suis optimiste. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, il y a d'autres filles qui n'osent pas y aller, et puis toi, tu t'es dit, moi j'y vais. Est-ce que tu as eu, je sais pas, des choses qui t'ont inspiré, qui pourraient en inspirer d'autres ? Moi, j'étais assez inspirée par Sam Davis, justement, qui montrait que tout était possible quand on est une femme, qui était ingénieure aussi, donc ça me parlait pas mal. Et après, moi, j'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir de frères, et j'ai fait des études non mixtes jusqu'en prépa. Et en fait, on m'a jamais dit, j'étais dans l'école, il n'y avait que des filles, et on m'a jamais dit, les maths c'est pour les garçons, ou il n'y avait jamais de comparaison. Donc je me suis jamais posé la question de faire des sciences, de faire une prépa, et du coup de faire de la voile, parce que c'est à peu près la même chose d'être ingénieur. Et voilà, et pardon, il faut que j'accélère, je parle un peu trop. Je
présente juste le projet. Un peu comme Hugues, je vais avoir un Maxi 650 cet hiver que je vais préparer pour naviguer, mettre des palans partout pour pouvoir hisser les voiles. Faire des interventions scolaires parce que c'est mon petit plaisir. Et puis commencer les entraînements en janvier à Lorient sur mon bateau. Merci. Moi, je vais accélérer un peu parce qu'on m'a dit dans l'oreillette qu'il ne restait que 5 minutes. Donc moi, je suis Jean-Rémy Stéphanie, j'ai 30 ans, je suis ingénieur environnement. J'ai un bateau de série qui est un Nacera, donc c'est un vieux bateau entre guillemets. Enfin, c'est les derniers bateaux avec les étraves pointues. Donc c'est pas un projet gagnant. J'ai acheté ce bateau-là avec couvert de bernique, pas très cher, parce que c'était ça quand même l'objectif au départ. Et puis j'ai passé un premier hiver à retaper tout, quoi, refaire une carène. Le bateau avait jamais transaté, donc j'ai fait tout le gréement courant. J'ai énormément bossé sur le bateau, j'ai cassé des cloisons, j'en ai refaites. Enfin tout ce que je pouvais faire pour essayer de l'optimiser et pour le faire naviguer, quoi. Jusqu'au début de cette saison où j'ai réussi à faire, pas toute la saison de course, mais j'ai réussi à faire quelques courses. Notamment la Plastimo, Sacha en était concurrent, la Pornichet Select en solitaire et la Mini Fastnet. Moi, les deux objectifs que j'ai principaux, c'est d'aller faire la SAS, donc les sables, les Açores, les sables l'année prochaine. C'est une course super. En plus, je vais présenter un peu le côté environnement. Ce qui m'intéresse dans cette course-là, c'est qu'il n'y a pas de retour en cargo. Donc c'est cohérent. Comme course et comme projet. Parce que je crois que c'est Kersozon qui disait la course large, c'est partir d'un endroit où on n'a rien à foutre pour aller à un autre endroit où on n'a rien à foutre. Donc là au moins on revient au même endroit. Et puis forcément faire la mini transat derrière. Moi c'est un rêve que j'ai depuis plusieurs années parce que j'étais venu au départ en 2011, j'avais trouvé l'ambiance incroyable, j'ai été pas mal bercé par les aventures de Tanguy du Turquet avec qui j'ai passé beaucoup de temps comme moniteur et qui m'a appris énormément de choses. Donc pour moi, c'est un peu ça le credo du projet. C'est déjà faire des choses simples parce que je pense qu'en faisant des choses simples et en les faisant bien, on arrive à de bons résultats. Progresser parce que c'est quelque chose qu'on n'arrêtera jamais de faire, je pense, en course au large. Et puis le retransmettre derrière parce que si personne ne m'avait transmis ce qu'il savait, je serais pas là ou j'aurais peut-être pas l'envie de le faire maintenant. Rapidement, je suis un peu passé rapidement dessus, mais donc voilà les courses de cette saison. Ce qui me reste à faire, un peu de parcours qualificatif hors course, quelques milles en course supplémentaires, et puis des entraînements et un chantier cet hiver. Je souhaitais vous parler un peu de voile ou de course et d'environnement. Alors, je pense qu'il faut être assez cohérent dans la manière dont on présente les choses. On ne va pas révolutionner, on va pas solutionner le problème du changement climatique en faisant de la voile. C'est un sport qui émet du carbone. Mais le but, c'est d'être cohérent dans ce qu'on fait, c'est-à-dire de ne pas faire ça de manière outrancière et de pas avoir une empreinte carbone qui soit vraiment démesurée. Donc, je vous donne quelques ordres de grandeur qui sont plutôt tirés de la classe IMOCA. Le gros travail qui est fait dans la course au large en ce moment, c'est le fait de mesurer les impacts carbone des bateaux, de chaque pièce. D'abord dans la classe IMOCA parce que c'est la classe emblématique, puis dans la classe 40, et puis éventuellement dans la classe mini dans les prochains mois, prochaines années. On voit clairement que sur les 10 ans, alors c'est des chiffres qui sont plus ou moins justes, un peu au doigt mouillé, mais on voit vraiment que le bilan carbone juste de la fabrication du bateau a doublé en 10 ans, notamment dû au procédé d'obtention, au fait aussi que les résines sont chauffées et cuites à des températures différentes. Il y a le bateau qui sert d'expérience en 2020 a fait construire des pièces un peu partout dans le monde, donc forcément ça implique des bilans carbone. Une empreinte carbone. Et on remarque quand même que le principal poste, ça reste le transport. Le transport et les matériaux. Donc je sais qu'il y a des gens dans la salle qui travaillent sur des matériaux alternatifs, chez Kairos notamment, avec qui vous pourrez peut-être en discuter un peu plus tard. Donc le travail actuellement sur les gros bateaux, c'est de remplacer les matériaux type carbone, donc conventionnels, par d'autres pièces en influençant la jauge, et puis surtout de rationaliser les transports. Sur un mini, le but étant pas de révolutionner
l'environnement, mais c'est d'être cohérent. Donc, je trouve que le fait d'avoir un bateau de seconde main, d'utiliser pas mal de pièces de récupération, de l'électronique qui a déjà été utilisée, d'avoir un bateau qui tourne 100% à l'énergie solaire, ça permet au moins d'être cohérent et de dire bon, bah, moi je travaille dans l'environnement, j'ai envie de défendre des valeurs environnementales sans en être un ayatollah, mais au moins je suis cohérent et je suis un peu droit dans mes bottes. Donc, voilà. Après sur la partie environnement on pourrait en parler beaucoup plus, je crois qu'on manque un poil de temps, mais vu qu'on a un peu de temps tout à l'heure autour d'un buffet, si vous voulez en discuter, je serai disponible. Et puis il y a des gens qui font des matériaux alternatifs dans la salle, donc tout va bien. Merci. Merci beaucoup Jean-Rémy. Merci à tous les trois. Merci. Avant que vous quittiez le plateau, donc vous avez compris que l'année prochaine pour la LAS, les Sables, les Açores, les Sables, il y aura 3 bateaux. Je crois qu'il y en aura peut-être 2 autres. Je me tourne. Venez. Voilà, donc 3 bateaux qu'on avait connus et à force d'en parler, et merci à M-Voile, on découvre... alors tu vas nous dire ton nom? Antoine de Val-la-Vieille. Cluny 214. Et moi c'est Louis Veillon et aussi Cluny 214. Voilà, donc je pense que l'année prochaine, pour le départ, il y aura lieu d'être à leur soutien et on vous confirme notre soutien. Et puis on sera à l'arrivée pour le podium avec les 3 premières places. Merci, top 5. Merci beaucoup. Oula, Francis, juste un mot, on n'a pas une demi-heure. Non, je voulais simplement d'abord féliciter nos jeunes parce que moi je suis un ancien voileux et en fait je fais des transats par procuration avec eux. Et je me fais énormément plaisir. Simplement pour vous dire, on en avait 3 qui étaient connus dans M-Voile. M-Voile qu'on a créé au début d'année avec Hervé, avec Sacha et puis avec Yves qui est dans la salle ici. On en a 2 nouveaux qui viennent de se déclarer très récemment, donc ils vont être inclus dans M-Voile. Et moi la seule chose que je vous demande, c'est, vous avez vu leur parcours, vous avez vu l'engagement qu'ils ont déjà pris vis-à-vis de leur projet. Si vous connaissez des sponsors, si vous voulez être sponsor, 500 €, 1000 €, ce que vous voulez, 50 si vous voulez, pensez à eux, tout simplement. AM Voile a été créé pour les mettre en avant et pour que dans la communauté arts et métiers, ils puissent trouver des sponsors. Bon, AM Voile démarre. Je vais refaire au niveau national une communication, vous verrez dans quelques temps. Suite à cette réunion aujourd'hui, je ferai une diffusion nationale sur AM Voile et sur nos jeunes. Et je pense qu'il y en a encore 1 ou 2 autres qu'on va voir apparaître. Donc 5 GADS au niveau de la Mini 223, mais quand vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui pour un GAD qui n'a pas pu venir, on l'excuse, on en aura 5 dans 2 ans, mais c'est bingo. Merci Francis, merci. Merci. Et merci à vous. C'était effectivement une chose importante à dire. On a voulu, dans ce cycle de conférences aussi, c'est traditionnel, j'entends rien, c'est traditionnel, avoir un sujet technique. Ce sujet technique qui est aussi un sujet d'actualité sur lesquels des petits, moyens et gros projets sont en cours, c'est la propulsion vélique dans la marine marchande. Donc un prolongement naturel, on va dire, de la compétition de haut niveau en course au large. Donc je vous demande d'accueillir Émeric et Maël qui viennent des chantiers de l'Atlantique, qui sont plongés jusque-là dans le projet Solid Sails et voilà, qui vont vous présenter Solid Sails. Je me répète, c'est pas grave. Merci Hervé. Merci Hervé de nous accueillir. Alors nous, on est pour le coup pas des arts et métiers, donc merci d'accueillir des gens un peu extérieurs. En tout cas, on est content de vous présenter un peu notre projet Solid Sail qu'on a fait pour les chantiers de l'Atlantique et de parler un peu de l'application industrielle de la voile pour la propulsion, pour faire avancer des navires à passagers ou à cargo. Ouais, et moi, du coup, c'est Émeric Lacroix et il y a Maël. Ouais, bonjour à tous, du coup, moi c'est Maël Reich, donc pas promo Gazar comme l'a dit Émeric.
Je suis de l'INSA Rennes, si vous connaissez. On est sur le projet depuis 2 ans déjà maintenant. Et donc, on va vous présenter un peu le milieu industriel et la voile dans le milieu industriel. Et donc, Maël s'occupe plutôt de la partie spécialiste composite chez nous, en gros. Ouais. Très vraiment sur les structures composites. Et moi, je travaille sur les développements futurs de la voile, donc les prochains protos de voile. On va commencer par une petite présentation des chantiers. On est obligé de vous parler de notre entreprise un peu avant de commencer directement sur les voiles. Chantier de l'Atlantique, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le chantier naval de Saint-Nazaire. On construit des très grands navires, principalement à passagers. Donc sur site, on a 8000 personnes qui travaillent, dont 3300 qui sont vraiment embauchées par les chantiers de l'Atlantique, avec tout un réseau de sous-traitance. Voilà. Dans les gros chiffres, on a 60 000 tonnes d'acier par an transformé. Il faut savoir que notre métier, c'est principalement de déformer des tôles et de les souder ensemble, hein, parce qu'un paquebot, c'est principalement ça. Et donc voilà, on a tout un tas d'installations assez impressionnantes, si jamais vous avez la chance de passer sur Saint-Nazaire. On ne fait pas que des paquebots, hein, parce qu'on a 3 business units. On fait aussi des navires militaires. On travaille dans l'offshore pour les sous-stations électriques principalement, des parcs éoliens offshore. Et on fait pas mal de maintenance sur les navires également, après les avoir vendus, ou même des navires qu'on n'a pas fabriqués. Et donc pour passer au milieu de la voile dans le milieu industriel, donc là il y a 2 petites images qui sont les premiers paquebots à voile et cargo à voile qui ont été créés dans les années 80. Donc à l'époque, les problématiques étaient un peu différentes. C'était vraiment de l'économie de carburant, essayer de gagner de l'argent. Donc on a le Club Med 2 à gauche, donc qui est un navire de passagers, un navire de croisière, qui est toujours en fonctionnement d'ailleurs. Et à droite, on a un navire japonais qui a été créé dans les années 80, qui n'a plus ses voiles aujourd'hui, qui a créé des voiles rigides, orientables, et qui les a abandonnés malheureusement 10 ans ou 20 ans après. Parce que forcément, à l'époque, le carburant était quand même beaucoup moins cher et les problématiques environnementales n'étaient pas les mêmes. Ce qui nous a amené, nous, quand même, à relancer le sujet des problématiques environnementales, puisque maintenant, c'est dans l'air du temps. Donc il y a un peu de prise de conscience collective quand même. On le voit très vite autour de nous. Quelques lois qui se lancent, quelques projets comme le projet de l'OMI, pour les réductions des navires de transport et des navires à passagers, donc les réductions d'émissions de carbone d'ici 2050. L'OMI, c'est l'Organisation maritime internationale, et c'est eux qui dictent toutes les règles pour les paquebots qu'on construit. Exactement. Et donc il y a cet objectif-là fixé par l'OMI, et il y a l'objectif chantier à côté. Donc l'objectif chantier, c'est un objectif à 0 CO2 d'ici 2050. Donc on a mis la barre un tout petit peu plus haut. Et pour ça, du coup, il a fallu développer des petits projets pour notamment réduire la consommation à bord, et aussi avoir une source de propulsion plus verte, plus propre. Et donc, c'est ce qui nous a amené à penser à la propulsion éolienne. Il y a plusieurs systèmes de propulsion qui ont été pensés, mais la propulsion éolienne est aujourd'hui un des projets R&D phares des chantiers. Et du coup, après avoir choisi de développer un projet de propulsion éolienne, on s'est dit qu'il fallait répondre à nos problématiques commerciales. Donc les problématiques commerciales des chantiers, comme l'a dit Aymeric tout à l'heure, c'est qu'on produit des gros navires, donc des navires qui font plus de 200 mètres de préférence pour que ce soit rentable pour nous. Donc c'est des navires qui demandent une propulsion importante. Et donc l'objectif, c'était quand même de garder cette propulsion éolienne comme propulsion principale. On reste sur un navire qui veut marcher 100% à la voile, le maximum du temps forcément. Donc pas, comme je le disais avant, pas sur les mêmes problématiques qu'à l'époque où les voiles ont été créées sur les premiers cargos et les premiers paquebots, c'est-à-dire d'économiser de carburant. Là, le but, c'est vraiment d'essayer de faire marcher un bateau 100% à la voile. Donc la solution, il faut qu'elle soit fiable, bien sûr. Il faut qu'elle soit facile d'utilisation, parce qu'on a des commandants de bord qui font plus forcément de voile, qui n'ont plus les notions aérodynamiques, tous les aspects techniques. Donc il fallait cette facilité. Un côté des esthétiques, bon, ça c'est pour l'architecte naval, ça lui fera plaisir que je mette cette petite bulle. Donc il fallait un petit côté vendeur, un petit côté futuriste. Et surtout une durée de vie qui soit égale à celle d'un navire. Donc un navire, actuellement, c'est 30-40 ans d'utilisation. Donc il fallait un produit qui puisse suivre cette durée de vie, sans une maintenance excessive, bien sûr. Et
également aucun changement d'itinéraire, qui est un des gros aspects qu'on essaye de travailler là-dessus. C'est-à-dire que notre paquebot, il doit avoir le même itinéraire qu'un paquebot classique, mais marcher à la voile. Donc pas de mise à la cape pour l'affalage, pour le hissage, des choses comme ça. C'est pas acceptable. En tout cas pas pour les armateurs. Alors, quand on a commencé à se poser les questions de comment faire avancer un bateau à la voile, on a regardé déjà ce qui se faisait dans l'existant, petit état de l'art. En fait, à cette époque-là, il n'y avait pas 50 000 solutions. Il y avait les voiles souples qu'on connaît tous et différents types de gréements sur lesquels elles étaient adaptées. Les voiles souples qu'on connaît ont globalement une limite. La technologie plafonne sur des surfaces de 500 m². On a du mal à monter au-dessus. Ce qui nous fait des charges au point d'écoute de 40 tonnes et au-delà, c'est compliqué. Donc concrètement, pour nous, c'était pas suffisant. On voit deux exemples ici de navires, de grands navires à voile des années 90. Donc il y a le Ponant, qui a des voiles de 250 m², et le Maltese Falcon, qui est un yacht avec un Dynarig. Donc, Dynarig, le concept, c'est de découper la voile en plusieurs morceaux, ce qui nous permet d'avoir des plus grandes surfaces au total. L'inconvénient, c'est que ça nous fait un système très complexe, parce qu'il faut manier toutes les voiles, quoi. Donc voilà. Donc au fait, pour notre besoin de paquebot, on avait besoin de développer une nouvelle solution. Ouais, alors sur le Maltese Falcon, l'avantage c'est que c'est des gréements rotatifs. C'est-à-dire que le gréement peut tourner à 360 degrés, ce qui permet de ne pas toucher à la trajectoire des navires pour faire les manœuvres des voiles. Ce qui est toujours un point intéressant. Et le Ponant, il avance, c'est un navire qui avance réellement à la voile quand il y a les bonnes conditions de vent. Après, c'est un gréement un peu plus complexe à opérer. Voilà, dans l'idée. Et donc, on a décidé de développer notre projet. C'est un peu une chose nouvelle au chantier, c'est-à-dire que d'habitude, on a plutôt des armateurs qui viennent nous voir. Donc, les deux armateurs principaux des chantiers, c'est MSC et RCCL, si vous connaissez. Donc, d'habitude, les armateurs viennent nous voir et nous disent, voilà, on veut tel équipement, tel équipement, tel équipement sur un bateau. Et donc, nous, on avait décidé de développer un paquebot à voile qui n'a pas été demandé par aucun des armateurs et de venir et de proposer le projet à quelqu'un. Donc on a créé cette voile qui s'appelle Solid Sail. Et donc la voile Solid Sail, c'est pour du coup répondre aux besoins dont j'ai cité juste avant, donc les problématiques commerciales, c'est-à-dire avoir une voile qui soit simple, facile d'utilisation, qui réponde à la propulsion principale d'un navire, et surtout, comme disait Aymeric, qui dépasse les surfaces de voile souple, enfin les limites acceptable des surfaces de voile souple. Donc c'est-à-dire qu'on a des voiles qui peuvent dépasser les 1000 m². Et donc l'objectif, c'était même de faire une voile de 1200 m² pour les navires pour un navire de 200 mètres minimum de long, quoi. Donc c'est une voile qui est faite de membranes, de panneaux composites, indépendants les uns des autres, liés avec des manilles textiles. Donc je ne sais pas s'il y a la gâchette. Yes. Donc là, on a des petites loupes juste ici et ici, qui vont venir reprendre tous les efforts aérodynamiques. En fait, notre panneau est composé de deux matériaux différents, deux matériaux composites. Donc pas de composite, des composites classiques, on va dire. Donc un cadre, donc le cadre qui est en jaune, vous le voyez sur le schéma en jaune, c'est un cadre carbone. Et à l'intérieur, on a une membrane qui est en verre. Donc on a un panneau qui est totalement rigide, mais en fait les couches de matériaux sont tellement fines que notre panneau va venir se déformer au vent. On va le voir un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est la composition principale de nos voiles. Donc là, on a une voile avec 9 grands panneaux, 2 petits panneaux, qui permet un affalage et un hissage assez simple et centré sur notre système. Ici, on voit qu'on a un gréement qui est un gréement à balestron, contrairement au gréement classique. Donc on n'a pas, notre baume se prolonge sur l'avant du mât et donc vient prendre le point d'étai, ce qui fait qu'on vient dédouaner complètement la rotation de la voile de la direction du bateau comme on l'avait demandé en prérequis, quoi. Alors, une voile, ça ne se développe pas du jour au lendemain, malheureusement.
Ça fait le concept Solid Sail, ça doit faire une dizaine d'années qu'on en parle au chantier. Mais ça fait depuis 2016 qu'on teste la solution. On a commencé par un premier proto qui a été testé sur un J81. Alors ceux qui font de la voile vont peut-être connaître les J81. Alors on en a beaucoup à Pornichet et du coup c'est assez pratique pour tester. Donc on a fait une voile de 15 mètres carrés pour ce bateau-là. Alors c'était la première version, donc c'était assez brut. C'était une voile qui était très lourde par rapport à ce qu'on fait maintenant. Qui faisait notamment gîter le bateau sans vent. Et donc voilà, bon, il y a forcément des problèmes quand on teste une solution pour la première fois, mais ça a été suffisamment prometteur pour qu'on continue. Et en fait, du coup, l'étape d'après, c'était augmenter la taille des voiles. Donc, on a testé sur un IMOCA que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hubert, qui est l'IMOCA de Jean Le Cam, avec qui on a navigué pendant une semaine pour tester notre voile. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, ce qui nous a déjà donné une fenêtre sur la performance de la voile. Parce que vous imaginez que Jean Le Cam connaît très bien son bateau. Donc il est très bien capable de dire si on a perdu ou combien on a perdu. Et au contraire, si on était en performance équivalente. Après, on a prolongé cette voile sur le Ponant. C'est-à-dire qu'on a rajouté des panneaux en bas pour faire une voile de 250 mètres carrés qu'on a mis sur le Ponant. Testé pendant 1 an et avec 2 transatlantiques. Donc ça fait quand même un bagage énorme sur l'utilisation de la voile et plein de données mesurées. Ensuite, on a une voile, un démonstrateur qui a été installé à Pornichet. Cette fois, c'est une nouvelle génération de la voile, beaucoup plus légère, beaucoup plus performante, qui fait 50 mètres carrés. C'est à cette époque-là que nous deux, on est rentrés dans le projet d'ailleurs. C'est pour l'installation de ce démonstrateur à Pornichet. Donc un démonstrateur sur sol. Voilà. Oui, on est sur le quai et on fait plein de mesures. Un peu comme on a vu, on fait le même genre de mesures. On a des banques de données, on sort des Excel à 50 000 lignes et on regarde ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Et puis là, en ce moment, la prochaine étape, c'est le démonstrateur échelle 1. C'est-à-dire qu'on fait pareil sur le quai, cette fois à Saint-Nazaire, mais la version très grande, 2200 mètres carrés. Et là, c'est en cours. C'est-à-dire que c'est en cours d'installation. Donc comme je le disais, donc ça reste une voile. Donc il faut pouvoir réaliser les manœuvres principales de façon simple et sécurisée. Donc on a cette voile rigide qui vient se plier en accordéon. Oui, ça doit être là qu'on a la vidéo. Ouais. Donc comme je le disais, on dédouane la vitesse. Enfin, le navire continue sa trajectoire. On met notre balestron face au vent. On vient hisser, bon là c'est au winch. Donc on vient hisser la voile en accordéon. C'est un hissage d'à peu près 50 secondes. Hein. On a 1 minute, la vidéo est accélérée. Hein. Donc là on dirait que ça va très vite, mais on a un hissage qui fait environ 1 minute et un affalage qui dure 30 secondes. Donc c'est quand même des performances assez acceptables. Et surtout, on a 100% de réussite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où ça coince. On a eu plusieurs types de développement différents pour ce genre de pliage en accordéon. On a énormément travaillé sur les systèmes de chariot, sur les liaisons qui sont très importantes pour cet affalage. Et donc c'est sur cette version-là, on n'a plus aucun bloquement et plus aucun arc-boutement, on va dire, des panneaux, alors qu'on avait ça sur celle de J80 notamment, qui était beaucoup trop lourde, beaucoup trop surestimée en fait en effort. Et sur celle de Ponant où il fallait aller au marteau carrément pour monter les chariots au moment du hissage. Et donc ouais, comme je disais, donc manœuvre sûre, fiable. Donc on est toujours dans cette optique de valider un à un nos objectifs, quoi. Et l'avantage, c'est que même quand il y a 40 nœuds, on peut hisser la voile et ça fait pas de bruit. Ça bouge pas dans tous les sens. Vu que la voile, elle reste fixe dans le lit du vent, on n'a pas de grand mouvement, quoi. On n'a pas du tout de façaillement. Facilement. Ouais. De facilement, donc on a... Ouais. Oui, on va... Slide d'après, je crois. C'est la slide juste après. Mais oui, là, l'objectif, c'est quand même de se rapprocher d'une voile souple, effectivement. Alors, l'idée, c'est au fait les panneaux vont pouvoir fléchir. Quand ils vont se charger avec le vent,
on va avoir de la flexion dans le panneau, ce qui va nous permettre d'atteindre des creux. Alors, une voile qui est creuse, globalement, est plus puissante qu'une voile plate. C'est la manière dont on contrôle la puissance d'une voile. Et donc, ce qui fait, effectivement, c'est tout plat pendant les manœuvres. À falaise, c'est tout plat. Et quand on charge, quand on commence à border, on va avoir un creux qui apparaît. Creux, maintenant, qui est sur les dernières générations, on est entre 4 et 10% de creux. Ça dépend un peu de la force du vent. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pression, donc ça ne va pas fléchir. Et quand le vent forcit, on commence à creuser. Et au fait, on arrive à contrôler la profondeur du creux avec ce qui correspond à un réglage de bordure sur un bateau classique. Donc on arrive à mettre plus ou moins de compression dans les panneaux. Et ce qui fait qu'au fait, globalement, dès qu'on a un peu de vent, et ce qui arrive très vite parce qu'on est sur des bateaux qui avancent, vu qu'on est en propulsion hybride, on a très vite du vent apparent qui se crée. Et on arrive à des creux équivalents aux voiles souples classiques, quoi. Donc on a des panneaux qui fléchissent, des panneaux en composite. Donc bien sûr, il a fallu travailler un petit peu les échantillonnages. Donc j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on voit un panneau de la voile de 1200 m². Donc on voit bien la latte carbone, donc avec un intérieur en mousse, hein, c'est un sandwich. Et au milieu, on a du QX de verre. Donc pour donner un ordre d'idée, en épaisseur ici, on est aux alentours de 1,2 mm. Donc c'est du solide, mais c'est pour ça que ça fléchit en fait. C'est que c'est vraiment très très fin. Là, les lattes, elles sont supportées en 3 points. Si on peut se mettre debout dessus, hein. Si on se met debout dessus, on le voit très vite que rien qu'avec une personne de 70 kg, on vient fléchir les panneaux. Et là, on est sur un panneau qui fait à peu près 150 m². Donc le vent va très vite prendre dedans. Donc c'était un peu l'objectif. C'est pour ça qu'on reste sur des voiles de très grande taille. C'est-à-dire que niveau performance, sur des voiles de petite taille, on ne va pas non plus aller chercher plus performant qu'une voile souple. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est de pouvoir faire une voile de grande taille, de surpasser les contraintes de taille liées à la voile souple et de se rapprocher un maximum de la performance d'une voile souple. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Donc là, on voit le drapage. Tous ces panneaux-là sont, pour le vocabulaire un peu, sont faits en one shot. Donc on a un marbre qui fait pour les plus grands 20 mètres par 6 300. Et donc on vient poser tous les plis en même temps et on vient infuser tout le panneau d'un coup, quoi. Voilà. Après, il y a un objectif de durée de vie qui est de 25 ans. Donc on a fait plein de tests pour essayer de s'assurer qu'on arrivait à atteindre cet objectif. Alors de base, on a une structure composite. Le composite fatigue très peu, moins que les structures métalliques. Et par contre, il faut s'assurer d'une part que la castillage tient la route. Donc on a fait plein de tests sur les chariots pour essayer de reproduire le nombre de hissages à falage qu'on allait avoir en 2 ans d'utilisation. Et puis après, on a fait des tests de vieillissement de composite aux UV pour tester les différentes peintures et plein de tests de fatigue sur les lattes avec 20 millions de cycles qui ont été faits sur un pauvre petit panneau qui a été martyrisé. Et donc globalement, pour l'instant, même plus que globalement, on considère qu'on tient notre objectif de 25 ans de durée de vie. Pour le vieillissement UV, on voit là c'est les membranes brutes. Donc bien sûr, on utilise une protection, hein, sur le panneau qu'on voyait, il était comment dire, dans le hangar, quoi. Donc c'est-à-dire qu'après on vient les couvrir. C'est ce qui nous permet d'avoir un peu de publicité aussi, et puis de protéger la résine, qui est le principal, principal produit qui sera dégradé par les UV, quoi. Ouais, je pense que c'est slide d'après, tu dois voir ça, non? Ouais. Vous anticipez super bien. Vous êtes les bons élèves. Ouais, au fait, il y a quelques pièces à changer. Il y a les liaisons textiles entre les panneaux qu'on va changer tous les 3 ans environ. Et puis ensuite, il y a les billes des chariots. On a appelé plein de chariots à billes et des billes un peu particulières, donc ça, il faut les changer assez régulièrement. On a essayé de mettre des chariots à friction, pour l'anecdote. Et en fait, c'est
vraiment juste la phase d'affalage et de hissage. Il y a vraiment beaucoup trop de frottements et on vient bloquer complètement les panneaux. Faut imaginer un panneau, donc les panneaux sont à l'horizontale, il y en a un qui se lève jusqu'à 60 degrés à peu près et qui vient tirer l'autre après. Et en fait, ce 60 degrés, avec un chariot à friction, on bloque complètement. Et on a essayé, hein, parce qu'effectivement déjà, ça coûte moins cher. C'est quand même beaucoup moins d'entretien, mais on n'a pas réussi. Je travaille toujours dessus pour l'anecdote. Hein. Ça fait des années. Voilà. Et puis globalement, si on a un problème sur un panneau, l'avantage c'est que ça n'impactera que le panneau, ça ne se propagera pas sur le reste de la voile. Et on peut naviguer avec un panneau qui est déchiré, les autres panneaux vont fonctionner et on peut juste changer un seul des panneaux. Oui, c'est ça, on peut imaginer avoir soit des panneaux de spare, entre guillemets, dans la soute, soit même juste des membranes. En fait, on a un panneau qui va céder, même rien qu'au calcul, on l'a fait pour que ce soit la membrane qui cède en premier et pas l'armature carbone. Donc on garantit l'armature carbone sur 25 ans, on est sûr. Mais les membranes, on peut les changer assez facilement. Il suffit d'avoir un petit morceau de verre, on vient réinfuser dans la cale. Ça peut s'imaginer comme ça. Globalement, quand on va installer une voile qui est partiellement rigide, qui globalement est une voile rigide, ça va nous permettre de diminuer vachement les charges dans le gréement. C'est-à-dire que une voile souple va garder sa forme parce qu'on met de la tension dedans, alors que nous, on n'a pas besoin de mettre de la tension dedans pour qu'elle garde sa forme. Et du coup, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de charge dans le gréement, les écoutes sont moins chargées, les points de drisse sont moins chargés. Et à partir de ce moment-là, on va gagner partout, sachant que l'argent dans ces projets, c'est le nerf de la guerre. On va avoir un mât qui va coûter légèrement moins cher, une baume qui va coûter pas mal moins cher, et des actionnaires des vérins qui sont moins dimensionnés, ce qui nous permet de gagner pas mal, et ce qui éventuellement nous permet de rajouter un peu de surface pour le même coût de gréement. On parle d'effort au point de drisse. Bien sûr, les voiles sont hookées, comme sur les IMOCA. On n'a pas une drisse qui maintient notre voile en permanence parce que sinon on aurait beaucoup trop de jeu. Donc on vient hooker directement la voile sur le mât en carbone aussi. Donc effectivement, réduire les efforts au point d'écoute au Cunningham ou les choses comme ça, ça vient directement impacter l'échantillonnage du mât derrière. Donc c'est intéressant. Donc ouais, là, une petite répétition des critères, mais voilà, donc on vous a présenté un peu tous les aspects, tous les points qu'on a essayé de valider. Donc ouais, maintenance aisée, sûre et facile à manœuvrer, une solution efficace. Voilà, c'est un peu pour faire la conclusion de toute la présentation, mais voilà, c'est les objectifs qu'on voulait valider. Oui. Il y avait une question là-bas. Alors, pour le coup, on a fait des essais dans plusieurs angles de vent. Le plus efficace, c'est face au vent. Il ne faut pas se leurrer. On arrive à monter jusqu'à 20 degrés avec le hissage et les chariots actuels. Après, en fait, on a une torsion dans les panneaux qu'on ne peut pas maîtriser. Et à grande échelle, on ne l'a pas fait à grande échelle puisque de toute façon, il s'installe actuellement. Donc, on espère que dans les semaines prochaines, on pourra faire cet essai-là. Mais rien que sur l'échelle de Pornichet, sur la 50 mètres carrés, on est monté à 20-25 degrés. Et quand tu vois le panneau fléchir, complètement se torsionner depuis le guindon jusqu'à la chute, ça fait un peu peur. On n'imagine pas sur les surfaces de 150 mètres carrés. On pense que la solution, c'est d'avoir un gréement qui tourne complètement pour se mettre face au vent, peu importe la trajectoire du navire. Ouais. Ouais. En fait, nous, dans notre projet, tout le balestron va tourner à 360 degrés. Oui, le balestron est complètement indépendant. Et on peut faire autant de tours qu'on veut. Le navire n'a jamais à manœuvrer à cause des voiles. Oui. Oui, alors la voile de 1200 mètres carrés, au point d'écoute, on est maintenant descendu à 40 tonnes pour une voile de 1200 mètres carrés.
alors que c'est la limite d'utilisation du tissu, et en fonctionnement à 35 nœuds. Donc on est sur des efforts qui en fait sont bien inférieurs à ce qu'on pourrait imaginer avec une voile souple. Et le mât est carbone, donc le carbone coûte cher. Donc bien sûr, c'est vachement bien calculé pour optimiser les quantités de matière. Voilà. Ça fait un mât qui fait un peu moins de 80 mètres de haut. Donc on a... attends, on peut peut-être continuer parce que voilà, on a peut-être des... Là, on voit le mât carbone en construction. Donc là, on est chez... Je ne sais pas si vous connaissez SMM Technologies à la Nester. Globalement, tous les acteurs, tous les fabricants qui travaillent sur ce projet sont les constructeurs de courses au large bretons. Donc on a Multiplast, on a Lorima, on a Velrobotics, on a CDK, qui ont tous participé au drapage du mât. Et pour la voile, c'est Multiplast qui l'a fabriqué entièrement. C'est pratique pour monter dans le mât. Oui, on a une corde, ici, une corde du mât ici de 2 mètres 10 pour 1 mètre 60 de large. Autoporteur pas aubané avec un étai et 2 bastacs. C'est aussi d'ailleurs ce qui nous contraint à plus ou moins 20 degrés pour le hissage et l'affalage, parce que sinon on vient prendre dans les bastacs. Voilà. Ouais, on a une slide aussi là-dessus à la fin. Ça arrive. Du coup, on a un bateau qui... On va en parler juste après. Hein. Donc là, je vous montre juste vite fait, je défile et puis on va arriver au bateau après. Donc là, c'est le balestron qui est actuellement à Saint-Nazaire. Donc là, on a 34 mètres de balestron. On a un mât qui est un peu raccourci. On fait une petite étape intermédiaire. Donc au lieu de faire un mât de 80 mètres, là, celui-là fait 40. Donc c'est à peu près la moitié. On a un mât acier qui arrive jusqu'ici là, à 5 mètres. Enfin 5 mètres à partir du pont du balestron. Et au-dessus, on a 34 mètres de carbone. Et il faut savoir que le mât est rabattable parce que c'était pas assez compliqué comme ça. Oui, on s'est un peu compliqué la chose, c'est-à-dire qu'avec des mâts de 80 mètres, du coup, on passe plus sous les ponts. Et ouais, justement, du coup, là, on a des bateaux... C'est ça. Donc, on peut imaginer un bateau qui fasse 100 mètres de tirant d'air. Donc l'idée c'est d'avoir un point de pivot qui est juste là, on le voit pas très bien sur la photo, c'est dommage. Donc on a un point de pivot et tout le système mât balestron de GV, ce qu'on appelle balestron de GV puisqu'on pose la GV dessus, bascule à 70 degrés vers l'avant. Je sais pas si on va le voir. Peut-être passe de slide pour aller sur le paquebot. Oui, donc ouais, ça c'est le fameux paquebot. Donc ça c'est le paquebot qu'on propose actuellement aujourd'hui à MSC. Donc c'est l'entièreté du projet. Donc c'est un bateau qui fait 200 mètres de long pour une croisière un peu différente de ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que d'habitude c'est plutôt 10 000 passagers, 9 000, 10 000 passagers. Là on est sur 300 passagers. Et donc c'est un 3 mâts, donc 3 fois 1200 mètres carrés, plus les focs, les voiles d'avant, qui elles sont encore souples. Elles sont à 250 mètres carrés à peu près. Donc on n'est pas encore dans les problématiques d'effort. Et donc on les a gardés souples pour l'instant. Et voilà, donc ça c'est le paquebot qu'on propose qui s'appelle le Silent 6 du coup. Pour l'anecdote, on aimerait bien mettre un phoque un peu plus grand et du coup on est en train de regarder pour faire des phoques solid side. Voilà. Vitesse de croisière à peu près 17 nœuds. Donc 17 nœuds, 100% à la voile, c'est possible avec les trois voiles de 1200 mètres carrés. L'idée, c'est de le faire marcher au maximum à la voile. Bien sûr, rien que législativement parlant, on n'a pas le droit d'avoir un bateau qui marche qu'à la voile. Donc on a les moteurs. Donc c'est une propulsion hybride. L'idée, c'est d'économiser la moitié de la propulsion sur un trajet classique, sans changement d'itinéraire, sans rien. La réalité économique fait qu'on est obligé d'avoir la même propulsion qu'un paquebot classique.
Donc en fait, les voiles, c'est vraiment un surcoût. C'est un surcoût. On peut espérer être rentable sur la durée du navire, hein. Mais voilà, ça demande un effort non négligeable à l'achat. Oui. Ça gîte avec une limite de 5 degrés dans les grosses tempêtes. Donc on est vraiment sur une gîte négligeable. On est sur une croisière à 2-3 degrés de gîte, quoi. En croisière. Ouais, et en bateau, après tu affales les voiles à partir de certaines conditions dans tous les cas. Mais globalement, oui, sur des plus petits navires qui ne sont pas forcément des navires à passagers, on peut monter jusqu'à 15 degrés de gîte dans certains cas. Là, du coup, on va parler un peu des autres technologies. C'est vrai que les premières images qu'on voit, il y a pas mal de projets d'ailes avec des profils épais. D'un point de vue purement aéro, de performance, c'est ce qui se fait de mieux. Ça, c'est clair. On ne dira pas le contraire. Pour faire du prêt, on a une finesse qui est supérieure au profil mince. Nous, on est sur une voile qu'on appelle voile membranaire, donc c'est du 2D. Hein. Et ça marche. C'est plus complexe. Plus complexe pour l'instant, ces voiles-là, les ailes rétractables qu'on voit, ça c'est concept aéro là, qui a été vendu d'ailleurs sur un bateau qui va être installé. C'est 360 mètres carrés. Et pour l'instant, c'est déjà un gros saut par rapport à ce qui se faisait avant. Donc on est quand même assez loin de nos objectifs de taille. Et c'est des systèmes avec beaucoup de complexité. Et ça reste du tissu, donc avec beaucoup de changements à faire. Il faut changer toute la membrane tous les 3 ans en général. Et nous, ce qui nous intéresse, au fait, on n'est pas forcément sur la performance aéro pure. Si on perd 10% 20% de performance par rapport à ça, on rajoute 20% de surface en plus. Ce qui compte, c'est le coût de la solution et par kilogramme de poussée. Donc voilà. Pardon. On va être bien. Ouais, je pourrais pas vous le dire, mais oui. Non. Les données financières, c'est toujours un peu compliqué. On n'a pas le droit de parler aussi librement que sur les budgets mini. Ouais. Oui, ouais. Alors tout est automatisé, oui. Donc c'est pour ça, on maintient le fait que le balestron est entièrement indépendant. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir appuyer sur un bouton, la voile se hisse, se met avec un angle d'incidence désiré, quoi, optimal, ouais. Et puis pareil pour l'affalage, quoi. Parce que, comme je le disais, les commandants n'ont pas forcément les notions de voile, donc il va pas falloir faire référence aux abacs, notamment qu'on a sur les minis. Ça va être compliqué de pouvoir afficher les abacs dans les timoneries. Et globalement, c'est un gros problème, la formation des marins, parce qu'il n'y a plus personne qui est formé à l'utilisation des voiles. Et tous les projets de voile, on se met un problème. Hein. C'est surtout un problème côté armateur. Nous, on fabrique, mais on n'utilise pas les bateaux. Mais pour eux, c'est vraiment une question de trouver des marins qui savent faire de la voile, quoi. Si, en vrai, c'est possible et on espère qu'on pourra intégrer une formation comme ça, même dans les formations classiques, en fait. Mais l'idée, c'est que pour l'instant, il faut faire changer, entre guillemets, les mentalités des armateurs. Donc, on essaie de proposer une solution qui marche déjà facilement. Et après, on verra comment on peut arriver à former des gens là-dessus, quoi. Et essayer de faire des choses plus performantes, du coup. Et sûrement, ce qui va se faire au début, c'est que c'est nous qui allons aller sur les bateaux pendant les premières semaines d'utilisation. On sera content de naviguer. Pas plus mal. Ouais.
Et ouais, du coup, on n'a pas décrit tous les autres projets, mais vous Ouais. avez les 5 projets principaux qui sont développés à peu près en même temps que nous. Voilà, donc on a les ailes de traction, en gros c'est les kites, hein. Le défaut de ces solutions-là, c'est que c'est très fermé, enfin très limité en termes d'angle par rapport au vent. Vu qu'on est sur un bateau qui avance, on est plutôt près tout le temps. Donc pour les kites, c'est pas optimal, mais ça permet de faire des petits gains pour des coûts d'installation très faibles. Sur certains bateaux, c'est vraiment la seule chose qu'on puisse mettre parce que le pont est tellement blindé d'équipements qu'on n'a pas le choix. Il y a les rotors Flettner qui se sont beaucoup développés et qui arrivent à faire des économies moyennes de l'ordre de 10 à 20% pour des coûts relativement faibles et des intégrations assez simples. Donc ça, c'est une bonne solution pour faire de l'aide à la propulsion. On ne fera jamais de propulsion principale parce qu'on est pareil un peu limité en termes d'angle de vent, mais ça marche. Les ailes gonflables, même genre de critères que les ailes rétractables. Et il y a eu des voiles carbone qui ont été faits à plus de 1000 m². Mais c'est un peu trompeur parce que c'est des voiles qui sont très limitées en charge au point d'écoute. Donc ce qui fait que en termes de vent qu'on peut encaisser, on est très limité. Et il faut changer tous les 2 ans avec un très faible taux d'utilisation de la voile. Le tissu. La technologie en fait actuelle. Donc il faudrait épaissir en fait les tissus de telle sorte que ça devient pas rentable. C'est plus possible de coudre du tissu à partir d'une certaine épaisseur. Ouais, il y a la gîte et la dérive, hein, comme sur un voilier. Faut adapter un peu la coque. On ne peut pas faire une coque de noix comme ce qu'on fait d'habitude. Donc ouais, il y a des choses sous l'eau. Il se passe des trucs. Ouais, non, mais surtout il y a plein de solutions possibles. Il n'y a pas qu'une seule solution. Mais globalement, ouais, il faut soit une dérive, soit des profils minces dans l'eau. Il y a des éléments. Ouais. Merci, et j'avoue que j'apprécie particulièrement le fait que le dialogue se noue entre les ministres et les voiles rigides, qui prouve bien la pertinence de la juxtaposition de ces deux sujets. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à toutes vos questions. Merci à vous. Merci Maël, merci Émeric. Vraiment, Chantier Atlantique, une entreprise qui innove par tous les côtés, y compris technique. Bravo, belle entreprise. Voilà, l'intervention suivante vient d'arriver, sous la pluie, mais elle n'est pas mouillée. Elle s'appelle Sophie. Elle s'appelle Sophie Monnier. Voilà, tu vas prendre un micro. Il doit y avoir son papa dans la salle. Voilà. Sophie est sur la Transat 2021. Voilà. Voilà. En plein préparatif. En plein préparatif. Alors ce que je vous propose, et ce que je te propose Sophie, c'est pas de te laisser toute seule. L'idée c'est que vous puissiez lui poser les questions qui vous viennent. J'aimerais bien que vous la souteniez physiquement. Venez avec elle. Voilà, donc Sophie, l'idée c'est vraiment que tu nous parles de ta course, de ce qui se passe en ce moment, des 15 derniers jours que tu as passé au Sable d'Olonne, voilà. Fais-nous vivre ce qui se passe. Donc moi j'ai le bateau 942, c'est un Pogo 3 et j'ai récupéré le bateau en janvier 2020. Voilà, donc je suis rentrée à ce moment-là dans le compte à rebours pour réussir à être au départ aujourd'hui. Donc en gros, je ne sais pas si vous en avez parlé un peu avant que j'arrive de tout le parcours de préparation. Voilà. Il y a deux axes. Il y a une qualification à faire hors course et une qualification en course. Hors course, c'est partir avec son bateau et aller faire 1000 milles nautiques sur un circuit imposé qui monte de Bretagne qui repart et qui retourne au point de départ. Et ça, je ne sais pas si tu l'as déjà fait ou pas encore.
Hein, c'est la première étape qui, pour nous, a été un peu chamboulée parce qu'on a fait la préparation dans la période Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en janvier, on a fait 3 entraînements en week-end. Premier entraînement à 2 avec un bateau qu'on découvre. Donc beaucoup de ficelles par rapport au bateau habituel. Le deuxième entraînement, on comprend que le suivant, ça va être entraînement tout seul, en hiver quand il y a beaucoup de vent. Donc le jour où on part tout seul à la voile du port, on n'est pas très rassuré. Et puis après, on s'est arrêté pendant 2-3 mois. Premier week-end avec une nuit en mer à 2. Deuxième week-end avec une nuit en mer tout seul. Et puis après, juillet, il faut partir pour faire les 1000 milles nautiques seul dans le bateau. Donc on charge le bateau, on va voir, on prend un petit kit de strat pour se dire si jamais je percute quelque chose, il faut quand même que je sache réparer. Mais enfin bon, on ne sait pas trop comment on va l'utiliser. Et puis on part en sachant que la première nuit, on sait à peu près comment ça va se passer quand il y a 10 personnes autour, mais pas quand on est tout seul. Et que la deuxième, on ne sait pas. Donc c'est un peu l'aventure. Voilà, donc ça c'est pour la qualif hors course. Moi, ça m'a pris 7 jours. Hein. J'ai sûrement pas assez dormi, sûrement pas assez mangé. Donc j'ai eu quelques péripéties. Mais j'ai réussi à boucler la boucle, ce qui m'a permis de valider cette étape. Voilà, et puis, donc ça c'est pour la partie donc, hors course. Après on a une deuxième partie dont je parlais, c'est la partie en course. Donc en course, il faut faire 1500 milles nautiques en course, en double ou seul. Sur le parcours mini qui nous a proposé l'année dernière de faire une étape qui s'appelait la SAS en baie de Morlaix. Alors la SAS, c'est sable Açores-les-Sables normalement, mais vu que personne n'avait fait de grandes courses, ils ne pouvaient pas nous envoyer aux Açores comme ça. Et donc on a finalement fait 3 tronçons au départ des Sables d'Olonne l'année dernière. On est monté jusqu'à Roscoff et on est redescendu. Et ça nous a permis donc, de quasiment faire les 1500 milles nautiques qui étaient nécessaires à la qualif. Voilà, donc... on a vu qu'il y avait beaucoup de monde pour peu de place pour la Transat cette année. Est-ce que tu as réussi, toi, du coup, à être dans les bonnes listes dès le début ou... J'ai eu la chance de réussir à partir en juillet pour le hors-course et de faire cette course la SAS. Et après, il ne me manquait plus qu'une régate pour avoir les milles et boucler. Et en fait, je pense que c'était l'optimum pour... c'était court, mais c'était le seul moyen de préparer en étant tranquille. Parce qu'en fait, on s'inscrit à la course à partir du salon nautique. Et donc, si on a nos milles et qu'on s'inscrit au salon nautique, a priori, on est dans les listes principales et hors liste d'attente. Parce qu'il faut savoir que ceux qui sont en liste d'attente, là, il y a 6 personnes qui ont réussi à être ajoutées. Mais ça fait 6 mois qu'elles ne savent pas si elles vont partir ou pas. Et quand on voit la charge de travail que nous demande la préparation du bateau, c'est un gros boulot de tout préparer sans avoir la certitude d'être sur la ligne, quoi. Donc tu n'as pas connu le stress des listes d'attente? Non, j'ai eu cette chance. Et c'est vrai que c'est un projet qu'historiquement, je crois qu'il y en a pas mal qui faisaient en 2 ans. Et je pense que le faire en 3 ans ou 4 ans, on se voit souvent à Lorient, c'est quand même plus de confort, quoi. Tout dépend de le temps qu'on peut y consacrer. Hein. Et moi, je bosse à côté, même si je bosse à Lorient, je ferai pas ça forcément en 2 ans, quoi. Je suis content de pouvoir bosser, de naviguer, de concilier les deux. Toi, tu bossais en même temps? Ouais, donc c'est galère, quoi. Moi, j'ai gardé le bateau pour faire de la voile plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ah, c'est super. Ah, c'est bien préparé. Ouais. Moi, je suis en vacances depuis mi-juillet cette année. Ouais. Et l'année dernière, j'ai pris de quoi faire les courses. Enfin, la course, j'ai fait juillet et août en vacances. Mais c'est trop court. Enfin, franchement, c'est la meilleure méthode. C'est 5 mois et 7 mois, c'est le rêve. Ouais. Après, ça dépend du point de départ. Mais si on veut faire de la performance, il faut passer du temps sur l'eau parce qu'il faut croiser toutes les conditions de vent. Et moi, je pense pas que ça me soit arrivé. Donc, il faut les croiser, il faut les répéter, il faut pouvoir se faire des marques avec ces conditions-là. Et ça, c'est de l'investissement en temps, quoi. Il y a un côté un peu frustrant là-dedans, dans le fait d'avoir des projets plutôt aventure, je trouve.
c'est que c'est tellement intéressant, c'est tellement excitant, on a envie d'y retourner de plus en plus, mais bon, des fois, on est contraint par la réalité des choses qui est faut bien mettre de la bouffe dans le frigo tous les mois à un moment, quoi. Mal. Je sais pas, peut-être Sophie, tu veux répondre? Moi j'ai commencé très mal parce que justement à la qualif j'ai eu des hallucinations et je me suis endormie à un moment. Donc depuis, en fait, il ne faut pas dormir plus longtemps que 20-30 minutes parce que c'est ce qu'on permet, enfin c'est ce qu'on arrive à voir avec nos instruments. À bord, on a un AIS qui nous permet de voir les bateaux qui sont en train d'arriver. Et vu notre vitesse et la vitesse des bateaux en face, il ne faut pas dormir plus de 20 minutes sans regarder ce qui se passe. Donc en fait, on dort 20 minutes. Et en fait, le principe, c'est pas dormir 20 minutes et puis aller faire autre chose, puis redormir 20 minutes. C'est dormir 20 minutes, regarder, redormir 20 minutes, regarder, redormir 20 minutes, pour vraiment enchaîner et pouvoir cumuler les périodes de 20 minutes dès qu'on peut dormir. Et après, il y a un principe qui est de se dire, nous, le coach, il nous dit les 5 R. Donc c'est route d'abord. Donc je fais ma route, je vais là où je dois aller. Réglage en deuxième étape pour aller vite. Après, c'est rangement pour pas avoir de problème avec tout ce qui traîne dans le bateau. Et puis après, au choix, repas, repos. Et en fait, sur le bateau, on fait. Enfin, moi, j'ai jamais eu le temps de faire autre chose que manger, dormir, régler le bateau, quoi. J'ai jamais eu le temps de lire un livre. J'ai jamais eu le temps de. Je sais pas. Enfin, donc là, peut-être que je vais l'avoir, hein, j'espère, mais c'est pas gagné, quoi. Et oui, il faut dormir par petites étapes, mais je pense qu'après, quand on enchaîne les morceaux courts, on est un peu plus reposé. Et l'autre chose, c'est qu'on dort aussi quand il n'y a pas grand monde autour. Et il y a beaucoup de courses, enfin, je ne sais pas lesquelles vous avez faites, mais il y a beaucoup de courses avant saison qui sont où on est nombreux, quoi. Donc, on peut appeler le voisin et lui dire là, je vais dormir. C'est un bon moyen, ça. Moi, je le fais. Moi, je trouve sur les formats un peu bâtards, c'est les formats de 2 jours. Parce que c'est le temps qu'il faut pour se mettre dans le rythme. Après, c'est un peu plus facile. Une fois qu'on est dans la fatigue, on s'endort facilement. On trouve facilement 20 minutes pour aller dormir ou 1 heure pour faire 3 fois 20 minutes. Mais c'est les 2 premiers jours. Puis on a tendance à pas dormir, à rester dessus. Moi, ça me stressait vachement au départ de m'endormir et de savoir qu'il y avait des bateaux autour, quoi. Donc, une fois qu'on est bien cramé, on dort. Sophie, tu es sur le ponton des Sables d'Olonne depuis le 15 septembre, je crois. On est aujourd'hui le 25. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 jours? J'ai eu la surprise que mon antenne, enfin ma VHF n'avait pas les bons niveaux d'émission. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut découvrir parce que tout le reste, c'est bien checké. C'est-à-dire que sur toutes les courses, on nous demande les mêmes checks sécurité, le même équipement, etc. Mais par contre, là, ils nous ont testé l'émission de la VHF et notamment son TOS. Alors, c'est un taux d'onde stationnaire qui n'était pas au bon niveau. Donc, j'ai dû refaire de la connectique. Enfin, j'ai monté 5 fois au mât pour essayer de trouver. Finalement, j'ai tout changé. Puis ça marche. Voilà. Après, hier, par exemple, je faisais des waypoints. Parce qu'on a une cartographie un peu spéciale. On a des écrans donc GPS, mais qui n'ont pas le fond de carte. Donc en gros, on sait où on est, et puis on s'ajoute des points. Donc finalement, ça ressemble à un fond de carte, parce qu'en fonction de combien on en fait, on arrive à se redessiner un petit trait de côte. Mais donc, il faut créer tous ces points, et puis regarder un petit peu voilà, s'il y a besoin de s'arrêter, je sais pas, au large du Portugal, quelle tête ont les ports, où est-ce qu'on peut rentrer. Donc voilà, regarder un petit peu les cartes et tout ça. Est-ce que tu dors dans ton bateau? Non, on s'est pris un logement à plusieurs. Dans le bateau... Avec les 90 ministres ensemble ou... Non, on est 7. Mais non, dans le bateau, c'est bien pour 2 jours, pour 15 jours. Je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais c'est un peu roots, quoi. Est-ce que tu as navigué pendant ces 10 jours? Non, moi je ne suis pas ressortie depuis qu'on est rentré, sauf pour le prologue. Le prologue, le mercredi, on avait une sortie dans la baie avec des conditions qui étaient assez exceptionnelles. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui y étaient. Et donc le départ qui était prévu demain,
donc dans quasiment 24 heures, est reporté. Comment est-ce que tu prends ça, toi, d'un point de vue organisation et d'un point de vue stress, vie personnelle? Au départ, on a eu un petit peu plus peur qu'il soit avancé à vendredi. Donc ça, c'était un peu plus gênant parce que ça nous demandait de compresser un peu ce qui nous restait à faire. Le report d'un jour, c'est plutôt confortable. Alors c'est dommage pour tous ceux qui sont venus nous voir au départ parce qu'ils ne verront pas le départ, mais on a un peu plus de temps. C'est plus détendu. Puis les conditions étaient dures. Il y avait un front qui était assez important. Donc moi, comme je ne fais pas partie des gens qui sont les plus aguerris, j'aime mieux partir avec des conditions qui sont un peu plus calmes. Oui, c'est ouais. Ouais. Oui, apparemment les alizés portugais sont assez forts toujours, mais on verra, on va regarder ça. Ouais, le gros de l'avitaillement, on le fait en avance. Donc on a on mange essentiellement des plats lyophilisés et apertisés. Apertisés, c'est du bain-marie. On a tous à peu près le même système, je pense, à bord. C'est des sortes de camping-gaz, mais en version chauffage rapide. Et on fait que du bain-marie dedans. Donc ça, c'est... moi, je prends ça le soir. Et après, on a des différents produits secs. En frais, on ne prend pas grand-chose, en fait, hein, comme ingrédient, parce que ça s'abîme vite, quoi. Donc, quelques trucs... Voilà, un petit tour au supermarché au dernier moment, mais le gros est déjà fait. Après, je pense que ça dépend vachement des gens. Il y en a qui prennent vraiment que de l'apertisé pour le midi et le soir, que des plats déjà tout préparés. Toi, tu as un plat fétiche dont tu peux pas te passer? Non, moi, pour la qualif, j'avais pris une tartiflette pour manger la tartiflette à Koenigsegg et j'ai été déçue de la tartiflette. Alors, il faut vraiment prendre des plats qu'on a testés. Donc après, moi, j'aime bien rougail saucisse. Et je me suis pris des Baulois pour fêter le passage du Cap Finistère et celui de la moitié de la Transat. C'est beaucoup d'entraide. Enfin, quand on a une question, besoin d'aide, besoin de matériel, on s'aide pas mal, je pense. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez peut-être en témoigner, vous, dans la préparation. Oui, en classe mini en général. Ça marche, pardon. Il y a beaucoup d'entraide. Moi, quand j'ai fait la Calvados Cup cet été, j'étais sur le bateau d'une autre fille et le bateau n'était pas du tout prêt. Le départ avait failli être avancé de 24 heures aussi. On était vraiment comme ça. Et je pense que cumulé, il y a 5 concurrents qui ont dû passer en cumulé peut-être 50 heures sur le bateau pour nous aider à partir. Et vraiment trop cool. Il y en avait un au Dumas en train de bricoler, un qui était dans le fond, un qui mettait waypoint. Et je pense qu'on l'a tous un peu vécu sur la classe mini. En fait, plus il y a de gens sur la ligne, plus c'est cool. Donc tout le monde se file un coup de main. Là, on arrive à aller jusqu'aux Canaries là en ce moment. Mais ça dépend les fichiers en fait. Il y a plusieurs types de fichiers et en fonction de ce qu'on prend, on peut regarder un peu jusqu'aux Canaries. Moi là, j'ai regardé 2 fois, mais je me suis pas encore penchée dessus parce que ça bouge, ça bougeait pas mal. Et après, on s'amuse, nous, à lancer des routages, mais en vrai, on est un peu aidés. Et chaque équipe a un coach qui prépare un routage et qui nous l'interprète. Parce qu'en fait, ça a l'air tout bête, parce que lancer un routage, c'est facile. Mais comme il y a 5-6 modèles devant et qu'il y a des interprétations à avoir sur lequel est le plus probable et pour quelle raison, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui a un peu plus d'expertise qui donne son avis. Et après, quand on part, en général, on n'est pas nécessairement sur un routage. En fait, on se dit, voilà, si à tel endroit, le vent il est plutôt comme ça, c'est plutôt qu'on est sur ce routage-là que sur celui-là.
Et donc, il vaut mieux prendre cette route-là que celle-là. Donc, on a différents scénarios. Ouais. Alors, moi, je me fais tourner des scénarios des fois. Et si je vais à 80% de la vitesse moyenne, est-ce que j'ai le même itinéraire? Parce que comme ça, je sécurise. Voilà, si j'ai du retard, si j'ai de l'avance, c'est important de savoir comment ça va se passer. Dans les options, alors moi j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'options pour l'instant, mais dans les grandes options qu'il y a en général, c'est DST intérieur ou extérieur au Cap Finistère. Et après, là, je sais pas, moi j'ai vu les routages que je lançais, ils nous faisaient passer quasiment à Madère. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a les 2 petites îles là au large de Madère, faut pas les prendre. Puis il y en a 2 autres aussi, il y a deux cailloux rocheux juste au nord des Canaries, mais vraiment des tout petits cratères volcaniques. Faudrait pas qu'ils faudrait pas qu'ils se mettent en éruption. Mais et les routes du routeur là qui nous a envoyé rapidement, elles passaient plus à l'est. Donc à voir. Enfin, après, j'ai peut-être pas les mêmes fichiers météo. On va prendre une dernière question de Louis. Bah, en fait, moi j'ai l'impression que c'est plus les coachs des fois, personne ne leur obéit en fait parce que il y a un truc qui change, il y a une personne qui se met à faire quelque chose et puis c'est plus la course aux petits chevaux derrière celui qui part parce que comme on a l'AIS et on voit où les gens partent, j'ai plus l'impression que des fois on fait un peu mouton que non mais je sais pas, enfin peut-être que je me trompe. C'est hyper important parce que tu vois où t'es pas, enfin tu vois à 6 000, 12 000 grands max autour de toi. Et tu vois les vitesses des autres bateaux. Donc, s'ils se plantent, tu sais que c'est là où il ne faut pas aller. Et si toi, tu es planté et qu'ils avancent, tu sais que ça va être très long et que tu vas t'énerver. Ouais. Mais en fait, tu as des options. Moi, en tout cas, sur les courses qu'on a faites, j'ai trouvé que les routages qu'on avait fait à terre étaient aux fraises par rapport à ce qu'on a eu. C'est vachement, oui, parce que comme c'est long, enfin nos courses elles sont longues et le routage il est bien sur la première journée et deuxième journée. Après il y a vite des écarts qui se creusent et c'est difficile de s'appuyer directement dessus. Je sais pas, l'autre jour par exemple quand on est descendu à Bilbao, on avait en sortant de Belle-Île, il nous avait dit serrez pas trop le pré, abattez comme ça vous allez rentrer un peu dans le golfe et puis le vent il va tourner et vous arriverez plus vite à l'arrivée. Sauf que le vent il était déjà de 15 degrés plus pour rentrer dans le golfe. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde la direction ou est-ce qu'on prend 15 degrés de plus des 15 degrés qui sont déjà là en plus? Donc finalement, il fallait prendre 15 degrés de plus des 15 degrés de plus. Mais quand tu es sur place, tu te dis, là, je vais finir au fin fond du golfe de Gascogne. Donc finalement, je vais tout droit. Donc ça, c'est l'expérience, je pense, qui permet de mieux réagir par rapport au préco et de comprendre où on est par rapport au système météo. À la Fastnet, on est tous sortis de la baie de Douarnenez, je pense, 4-5 heures après ce qui était prévu. C'est la première journée, ça fait 5, du coup tu sais déjà que sur le timing t'es aux fraises quoi. Après les grands phénomènes météo étaient là quand même. Bon, je vais être obligé de vous interrompre à regret parce que Sophie a un rendez-vous à midi sur le ponton. Voilà, c'est déjà très très sympa et très gentil de ta part d'être venu partager un petit peu avec nous dans ce moment de préparation et juste avant, c'est un moment compliqué, vraiment. Ça nous a fait très très plaisir de t'avoir. On apprécie énormément le temps que tu as pu nous consacrer. Ça fait plaisir de vous en parler. Bonne chance pour la suivante. Hein. Surtout bonne chance pour cette année. Voilà, c'est la fin du cycle de conférences. Merci à vous. Je vais donc passer le mot de conclusion. Sophie, si tu dois partir, n'hésite pas. Il n'y a pas de souci. On te reverra sur les pontons cet après-midi si tu es sur ton bateau. Voilà, je vais passer la parole à notre président qui se cache derrière le kakémono. Voilà, et qui arrive les bras chargés. Jean-Luc, la parole est à toi. Alors, je vais appeler les 2 intervenants de Chantier l'Atlantique. Donc mes 3, c'est parfait. Alors moi j'attends donc mon traiteur. Ah, il est peut-être arrivé, donc c'est bon. Alors je voudrais quand même vous remercier tous d'une part d'avoir pris de votre temps. Donc vous venez de Saint-Nazaire, je suppose. Donc,
Et puis, vous, effectivement, de la même manière. Alors moi, je suis très impressionné par la technologie et puis le professionnalisme de... Moi, j'y connais rien au bateau, hein, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, votre projet, bonne chance, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même ambitieux. Hein, dans combien d'années, d'ailleurs? Oui, 2020, d'accord. J'allais finir, mais la techno doit être prête en 2022. D'accord. On peut encore les applaudir. Alors, un petit souvenir des Sables d'Olonne, Sacha. Alors après, j'ai pas tous les prénoms. Voilà. Pardon. Un souvenir des Sables. Hugues. Voilà. Émeric. Heureusement que j'ai un souffleur. Voilà. Maël. Maël. Et puis, donc un pour Hervé qui a passé beaucoup de temps. Il faut l'applaudir parce que c'est pas évident. Hein, donc, et merci à vous tous d'être venus. Alors normalement, donc ce qu'on a prévu, donc c'est un buffet froid. Donc les plats seront sur le bar. Vous irez vous servir. Un apéritif avant. Et alors après, on terminera on doit libérer la salle vers 14h30, 15h. Oui, voilà, c'est ça. Après, vous pourrez aller sur les pontons avec le soleil. Et alors, pour ce soir, donc ceux qui devaient dormir chez des Gazards, donc il y en avait 3 chez Thibault. Donc comme demain c'est plus d'actualité, est-ce que donc en fonction de ça, donc voilà, vous vous arrangez effectivement. Alors donc les 3 personnes pour donc Thibault, donc c'était vu. Il y avait un chez Bernard. Voilà, ok, donc c'est vu. Et puis Pollux, voilà, donc c'est arrangé. Donc par contre ça on ne l'avait pas prévu. On pensait que ça allait partir demain. Donc ok, donc je vous propose de clôturer maintenant. Et puis on va aller prendre l'apéritif. Et puis on va discuter de manière très conviviale, c'est simple. Donc voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas le Pank Sabuk qui sera votre souvenir de la journée, que vous recevrez un petit peu plus tard, mais à condition que vous ayez buqué le Pank Sabuk.